Maison de Var, pour vous en dire deux mots, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ce sont des organismes spécifiques qui reçoivent notamment des fonds du CASDAR, donc sur la taxe ADAR prélevée sur chacun des agriculteurs, enfin de l'activité des agriculteurs, donc pour le développement agricole et rural. Donc aujourd'hui, ce projet, donc, il a été mené par Saint-Convar, donc Tram, je viens de le présenter à l'instant, mais également donc, le réseau CIVAM, que l'on connaît bien, qui s'intéresse également aux dimensions collectives et à l'agriculture durable. On a le mouvement interrégional des AMAP, donc qui fédère les différents réseaux régionaux d'AMAP. Également la coopération agricole, donc la fédération des coopératives. Et puis Terres en Ville, qui accompagne, enfin qui fait le lien notamment avec tout ce qui est les collectivités territoriales et le lien par exemple au PAT ou des choses comme ça. Voilà, donc aujourd'hui on se réunit pour vous présenter les résultats du projet Impact. On va alors oui, je vois que tu l'as démarré, Emma. Donc, on a lancé l'enregistrement. Si jamais vous ne voulez pas qu'on vous voit, on vous invite à couper vos caméras, même quand vous prendrez la parole. D'ailleurs, il y aura des temps de questions dédiés au fur et à mesure de la présentation que l'on va vous faire. Donc, notez vos questions. Il y aura des espaces pour que vous puissiez les poser. Et puis, on va faire une présentation à plusieurs voix. Voilà, parmi les différents partenaires. Donc, chacun se présentera au moment de sa prise de parole. Mais on va varier les voix dans cette présentation. Et puis du coup, que vous dire sinon, ce qui est un truc intéressant. Alors pour le moment, c'est pas représentatif le nombre de personnes connectées, mais nous avons 90 inscrits pour ce webinaire, dont une partie, environ une quinzaine, qui ne pouvait pas être disponible et qui souhaitent avoir l'enregistrement. Et juste pour vous donner un mot, parce qu'on n'aura pas l'occasion de tous se présenter, sinon il nous faudrait toute la réunion. Mais je peux vous en dire quelques mots sur la diversité des acteurs que vous êtes et qui se sont inscrits à ce webinaire. Donc on a de nombreuses chambres d'agriculture, qu'elles soient régionales ou départementales. On avait le ministère de l'Agriculture qui s'était inscrit, une DRAF également, de nombreuses communautés de communes, donc des collectivités, un parc naturel régional, un PETR, donc un pôle d'équilibre territorial et rural. Nous avons la recherche, on le dira, là on vous a présenté les 5 partenaires en VAR, mais la recherche a été très présente tout au long de notre travail, avec l'INRAE, puis d'autres partenaires aussi comme la chaire UNESCO. Voilà, on a d'autres Lonvards comme nous qui se sont connectés également, des groupes locaux CIVAM, un réseau d'AMAP, et puis la coopération agricole en région, ou encore des associations du domaine de l'environnement ou de l'ESS. Voilà, pour vous donner un peu la palette représentative des gens inscrits. Voilà, ça c'était pour l'introduction. En tout cas, bienvenue, on est très content d'être avec vous. Et puis je passe la parole à Emma qui va prendre le relais. Oui, merci beaucoup Marion. Donc bienvenue à tous encore une fois et toutes. Donc moi c'est Emma Plouchard et j'ai été chargée d'animer, donc je suis salariée de Tram et j'ai été chargée d'animer ce projet Inter-Onvar Impact depuis ces 2 dernières années. Juste avant de prendre la suite, Marion, je te laisserai bien accepter les personnes qui arrivent au fur et à mesure. Voilà. Merci, pardon. Euh, donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je fais un petit point sur le programme qui nous attend pendant ce webinaire. Donc, on va d'abord commencer par une contextualisation de ce projet Interonvar. Ensuite, chaque structure partenaire présentera l'expérimentation qu'il a portée et les résultats qui en ressortent. On fera un petit point sur des travaux d'ouverture qui ont été menés pendant ce projet. On vous présentera aussi les livrables et les productions qui en ressortent. Et avant de garder un temps d'échange avec vous, on dressera un petit bilan de cette coopération Inter-Envar. Et donc voilà, on aura un petit temps d'échange de minimum 15 minutes, on espère, en fonction du temps qu'on aura pris avant aussi. Mais voilà. Et puis Marion l'a dit, il y aura bien des temps de questions prévus entre chaque intervention, entre les différentes séquences. Donc, pour revenir sur le contexte de ce projet, euh, pour dresser un peu voilà, le contexte économique, social autour des circuits courts en France dans les grandes lignes, puisqu'on est sur un projet qui s'intéresse à l'évaluation des circuits courts, on rappelle qu'il y a près d'un quart des fermes qui commercialisent en circuit court en France. Alors, ça peut prendre des formes très variées. Ça peut prendre ça prend la forme de vente sur les marchés de plein vent, de vente à la ferme, de vente à un restaurateur, à un commerçant. Et voilà, donc il y a au total sur les environ 390 000 exploitations françaises en 2020, 90 000 exploitations qui commercialisent en circuit court et c'est principalement la vente à la ferme qui est la plus répandue.
Ensuite, il y a la crise du Covid qui a eu une répercussion sur les circuits courts. On a augmenté une hausse puis une baisse des chiffres d'affaires. Donc, dans ce contexte, c'est intéressant aussi de voir quels ont pu être les impacts des circuits courts sur les territoires et sur les fermes. Ces 25 dernières, pardon, on observe aussi une hausse de la précarité alimentaire ces dernières années. Donc en 2020, il y avait 9,2 millions de personnes qui étaient en situation de précarité alimentaire. Et l'année 2022 a été marquée par une très forte inflation, notamment sur les produits alimentaires, ce qui a encore augmenté ces chiffres. Et ce contexte est important puisque dans le projet qu'on va vous présenter, le réseau CIVAM s'est attaché à étudier un dispositif d'accès à l'alimentation. Ils reviendront sur cela tout à l'heure. Ensuite, ces 25 dernières années, on observe aussi une augmentation des importations liées à notre alimentation. Il y a environ 28% de notre consommation de légumes, par exemple, qui est importée. C'est près de 70% de notre consommation de fruits. 56% de la viande ovine consommée en France est d'origine importée également. Et puis, on observe aussi des filières d'exportation en France qui sont très dépendantes d'intrants qui sont importés. Et donc, dans ce contexte-là, on peut estimer qu'il y a un besoin de relocaliser notre alimentation en partie pour gagner en souveraineté alimentaire. Donc, pour vous présenter un peu les objectifs et la finalité de ce projet, donc vous l'avez compris, la grande finalité, c'est de participer à la relocalisation de l'alimentation, au rapprochement entre la production et la consommation. L'objet choisi pour cela, c'est l'évaluation des circuits courts de proximité. Pourquoi? Parce que les partenaires se retrouvent autour de l'idée que les circuits courts participent d'une transformation nécessaire du paysage alimentaire. Et malgré cela, enfin malgré pardon, un grand nombre de projets menés par des ONVAR, par la recherche, par des instituts techniques qui visent à mieux connaître les effets des circuits courts. Alors les effets des circuits courts sur les territoires, sur les fermes, sur ce que ça engendre en termes de travail pour les agriculteurs, ce type d'impacts qui sont étudiés. Il y a encore beaucoup de méconnaissances sur ces circuits, sur leurs effets et des clichés peut-être qui persistent, positifs comme négatifs. Et donc, il y a un besoin de toujours mieux les connaître et de mieux les comprendre. Et puis, des circuits courts en France, il en existe une trentaine qui sont recensés de formes différentes. Donc, c'est important aussi de produire des données fiables des données fiables pour évaluer justement leur durabilité. Et la durabilité, c'est justement une caractéristique qui leur est souvent associée sans forcément s'appuyer sur des études précises de leur impact. J'en profite pour citer du coup le projet de recherche Platform Food qui est porté par INRAE et qui vise à créer des méthodes pour mesurer la durabilité des systèmes alimentaires territoriaux, en partant justement du principe que les systèmes alimentaires territoriaux ne sont pas nécessairement durables et qu'il faut évaluer cette durabilité. Et donc le projet Platform Food a été, et les chercheuses qui le portent, les chercheurs ont été des partenaires techniques tout au long de ce projet. Et nous ont permis d'enrichir aussi ces réflexions sur la durabilité des systèmes alimentaires territoriaux et des circuits courts. Donc dans ce projet, vous l'avez compris, il y a plusieurs intérêts et objectifs qui s'entremêlent. À la fois, on veut créer des méthodes qui soient des méthodes de mesure d'impact des circuits courts qui soient réutilisables et appropriables par les producteurs, par des chargés de mission en collectivité qui travaillent sur des politiques publiques de relocalisation alimentaire, par des animateurs territoriaux, par d'autres ONVAR. Et on cherche aussi les méthodes, on les a testées sur le terrain cette année et on cherche à capitaliser et à valoriser les résultats qu'on a pu obtenir de ces tests de méthodes. Donc il y a ce double objectif, à la fois créer des méthodes, les tester et diffuser les résultats qu'on a eu cette année. Quand on parle de méthodes de mesure d'impact qui soient appropriables, on l'entend à double sens. C'est à la fois des méthodes qui soient compréhensibles, donc faire en sorte que on puisse comprendre les méthodes qui ont été développées, les indicateurs construits, soient transparents, qu'on comprenne les choix en fait faits derrière les méthodes produites, et puis appropriable dans le sens aussi réutilisable par une autre organisation, que ce ne soit pas seulement une méthode testée une seule fois dans le cadre de ce projet impact. Dans ce projet, on a étudié particulièrement les impacts économiques des circuits courts.
parce que c'était un angle qui était peut-être moins abordé par les partenaires jusqu'alors. En tout cas, il y avait le sentiment de devoir chiffrer davantage le phénomène et d'apporter des évaluations plus quantitatives à ce qui se faisait d'habitude sur les circuits courts. Et donc, c'est l'angle de l'impact économique des circuits courts qui a été abordé. Puis, on a cherché à comprendre aussi les autres effets territoriaux qui n'étaient pas forcément qu'économiques de ces circuits. On y reviendra bien sûr. Donc finalement, dans ce projet, l'évaluation des circuits courts, c'est un outil pour à la fois éclairer l'action publique, donc au niveau national et local. Il y a l'idée de mieux connaître les effets des circuits courts pour promouvoir des politiques publiques qui soient ambitieuses. On fait le lien ici avec les travaux du RMT Alimentation locale sur le besoin de quantifier les circuits courts et de mesurer leurs impacts. Ensuite, il y a, donc je le disais, faire connaître leur participation à une transition alimentaire plus durable, mais en même temps questionner la durabilité de ces alternatives. Et puis, à l'échelle des groupes qui ont participé aux expérimentations, des collectifs de producteurs, l'évaluation, c'est aussi un outil pour accompagner vers le changement, pour prendre conscience de ses impacts, qu'ils soient positifs ou négatifs, pour être conscient de ses marges d'amélioration, pour se poser des questions, réfléchir à ses objectifs finalement en tant que collectif. Donc, les étapes de ce projet, qui a donc commencé au début de l'année 2024 et qui se termine au courant de ce mois de décembre 2025, il y a d'abord eu une étape de réappropriation des notions de mesure d'impact, d'évaluation. On a essayé de travailler sur une culture commune de ce que tous ces termes pouvaient vouloir dire et de ce qu'on souhaitait faire de ces mesures d'impact. Ensuite, on a eu une phase de co-construction des méthodes avec les groupes. Et puis une phase de test sur les terrains qui a eu lieu au début de l'année 2025. Ensuite, on a un temps d'analyse des résultats obtenus et puis un temps de restitution auprès des différents terrains d'expérimentation et des temps de valorisation comme ce webinaire. Donc, Du avant coup, de passer... Oui. Pardon. Non, Alors, je t'en prie. quelqu'un a pris la parole, oui. Non, non, c'était moi, c'était Marion. Je ne savais pas si je prenais la main. Je t'en prie. Ok, alors avant de passer à la présentation des avancées des différents travaux, on souhaitait revenir sur quelques définitions et quelques termes qui structurent ce projet. Alors d'abord, il y a la définition des circuits courts de proximité, puisque c'est l'objet qu'on a cherché à évaluer dans le cadre de ce projet. Donc la définition des circuits courts qui est admise par l'administration, elle correspond à une vente qui présente un intermédiaire au plus entre le producteur et le consommateur, mais ne prévoit pas de notion de proximité physique. Et on a parlé de circuits courts de proximité dans ce projet, puisque si on s'appuie sur les références de la recherche qui ont cherché à définir ces notions, il y a plusieurs dimensions qui rentrent en compte dans cette définition. Il y a la dimension géographique, qui donc justement fait part de la distance physique entre l'agriculteur et le consommateur. On vous expliquera après dans chacune des présentations des partenaires les différents périmètres géographiques qui ont été choisis à chaque fois pour définir ce qui était considéré comme local ou pas. Ensuite, il y a une dimension fonctionnelle. Là, ça concerne davantage l'organisation logistique, le nombre, la nature des intermédiaires entre l'agriculteur et le consommateur. Une dimension relationnelle qui renvoie au lien social. Et puis, une dimension symbolique qui renvoie plutôt aux valeurs partagées entre agriculteurs et consommateurs. Ensuite, il y a la notion de mesurer des impacts, mesure d'impact. Donc, en début de projet, on a vraiment pris un temps pour s'approprier cette notion d'évaluation, réfléchir sur ce que ça voulait dire, mesurer des impacts, avec l'idée que ce n'est pas une démarche neutre, mais que ça renvoie à des choix, à des objectifs, à des visions politiques. Et donc, on a cherché à poser des bases méthodologiques et quelques définitions pour essayer d'avoir une posture réflexive sur les outils qu'on allait utiliser cette année, justement, pour faire de la mesure d'impact et réfléchir aux objectifs qu'on posait derrière cela. Parce que évaluer les impacts des circuits courts, c'est évidemment pas une fin en soi. L'idée, c'est de comprendre s'ils répondent à des grands enjeux du monde agricole. Est-ce que ça permet aux agriculteurs de mieux vivre de leur métier, de mieux gagner leur vie? Est-ce que ça permet la transition écologique sur les fermes? Est-ce que ça facilite les installations sur les territoires? Est-ce que ça crée de nouvelles alliances territoriales? Donc voilà, autant de questions qui renvoient à des objectifs d'évaluation différents. Et puis, dans ce projet, on parle aussi beaucoup d'indicateurs, notamment d'indicateurs économiques. Encore une fois, il y avait cette idée que les indicateurs qu'on allait choisir, ils n'étaient pas neutres et qu'ils portaient du sens et une certaine vision du monde. Donc, il y a une réflexion portée sur le choix et la construction d'indicateurs d'évaluation qui soient adaptés
aux circuits de cours de proximité qu'on allait nous étudier et aux objectifs portés par les acteurs. On sait aussi qu'il y a une tendance qui existe de vouloir traduire systématiquement des phénomènes sociaux et humains en langage mathématique avec une idée qu'il y a un besoin de tout mesurer, de tout chiffrer. Donc on a eu une volonté d'en prendre conscience, de réfléchir au pouvoir des chiffres et aussi au contre-pouvoir d'autres chiffres dont l'usage est peut-être moins répandu. On vous parlera tout à l'heure du coefficient multiplicateur de l'achat local. C'est pas un indicateur de référence quand on entend parler quand on interroge la performance des circuits de distribution en France, mais c'est un indicateur intéressant pour montrer une certaine réalité des impacts économiques des circuits courts en l'occurrence. Donc, dans ce projet, ce qui a été étudié pour vous montrer un peu le panorama des différents types d'impacts étudiés, on a d'abord cherché à construire des méthodes pour mesurer les impacts des circuits courts à l'échelle territoriale, donc avec l'objectif d'évaluer les effets d'entraînement induits par l'activité économique d'un circuit court sur son territoire. On le présentera tout à l'heure, mais il y aura évidemment l'outil du coefficient multiplicateur de l'achat local et puis l'outil impactaire qui a servi à évaluer les impacts d'une coopérative agricole. Ensuite, on a cherché à évaluer, toujours à l'échelle territoriale, donc la contribution du circuit court au dynamisme agricole, en interrogeant, par exemple, comment ça contribue à l'emploi agricole, comment aussi ça contribue au renouvellement des générations agricoles sur le territoire. Et puis un deuxième axe, c'était plutôt de comprendre les impacts des circuits courts sur les fermes, à l'échelle des fermes. Et pour ça, on a cherché à évaluer la résilience et l'autonomie financière des fermes qui commercialisent en circuit court, en interrogeant par exemple des choses comme l'impact du circuit sur la trésorerie des fermes ou sur la diversification des ateliers sur les fermes, en évaluant aussi le bien-être apporté par un circuit court aux producteurs. Là, on a interrogé les revenus disponibles des fermes en circuit court, mais aussi la qualité la charge de travail, la charge mentale due à la commercialisation dans le circuit, ce type d'indicateurs. Et puis, une dernière chose, on a cherché à évaluer les effets de la commercialisation en vente directe sur les pratiques de production des agriculteurs. Et donc, pour ça, on a cherché à qualifier ces pratiques et à comprendre l'effet que le circuit court pouvait avoir sur les choix de pratiques de production. Alors, sur quel terrain toutes ces expérimentations ont été testées? Et bien du coup, du côté de la coopération agricole, il y a eu une étude de faite sur une coopérative, la coopérative Agneau Soleil, qui est située en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ensuite, il y a eu 2 épiceries sociales et solidaires qui ont dont l'évaluation de leurs impacts a été expérimentée par le réseau CIVAM. C'était 2 épiceries qui étaient situées en Nouvelle-Aquitaine, à Niort et à Pessac. Ensuite, donc l'association Terres en Ville n'a pas porté de terrain, enfin n'a pas expérimenté d'évaluation des circuits courts, mais il y a eu un rôle de capitalisation, de lien au territoire PAT justement. Et puis, ils vous présenteront un petit travail d'investigation qui a été mené sur les marchés d'intérêt nationaux. Ensuite, il y a eu aussi 3 AMAP qui ont été étudiés par le mouvement interrégional des AMAP, donc 3 AMAP qui étaient situés en Hauts-de-France, en Auvergne-Rhône-Alpes et en Île-de-France. Et puis Tram a étudié les impacts de 3 magasins de producteurs, dont un situé en Hauts-de-France et 2 qui étaient situés en Occitanie. Et on a maintenant, avant de passer à la présentation par chaque partenaire des différentes expérimentations qui ont eu lieu justement sur les terrains que je viens de vous présenter, un temps de questions, de clarification s'il y en a. Peut-être qu'il y en a aussi déjà dans le chat, je ne sais pas. Non, rien dans le chat à ce niveau-là. Je regarde un peu tout le monde s'il y a des mains levées. N'hésitez pas en tout cas à prendre la parole, ouvrir vos micros ou alors poser une question dans le chat et on pourra y répondre plus tard. Non, bah, tu as été extrêmement clair. Et ben, en tout cas, s'il n'y a pas de questions, on va pouvoir passer à la présentation de la coopération agricole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Carole Lejeune. Je suis en charge donc des sujets
RSE et climat carbone à la coopération agricole. Donc, ce que je vous propose, c'est vous présenter déjà qui nous sommes au niveau de la coopération agricole. Donc, nous sommes un syndicat d'entreprise, donc coopérative agricole. On a un certain nombre de missions, évidemment, de protection du statut coopératif, d'accompagner les coopératives dans leurs différents enjeux à venir. Et donc, nous représentons environ 2000 à 2100 coopératives, toutes filières, toutes régions confondues. Pour rappel, hein, une coopérative agricole, c'est une entreprise qui relève de la loi du 10 septembre 1947 et qui relève surtout du code rural. C'est une société qui est constituée par les agriculteurs en vue d'assurer l'approvisionnement de leurs exploitations, d'améliorer les conditions de production et de faciliter aussi l'écoulement et la vente de leurs produits. Donc, au niveau de la coopération agricole, nous, on a voulu, dans le cadre du projet Impact, hein, vraiment, on souhaitait étudier et évaluer la contribution d'une coopérative agricole à l'économie territoriale. Et en particulier, on cherchait à mettre en évidence des bénéfices liés à un ancrage territorial fort qui est, comment dire, dans l'ADN même du statut coopératif agricole, qui est un statut non délocalisable hein, sur le territoire, et lié à une commercialisation orientée majoritairement vers les circuits courts et de proximité. Donc, dans ce cadre-là, dans le cadre du projet Impact, nous avons donc contacté Vertigolab pour tester un outil en particulier qui s'appelle l'outil Impactaire auprès d'une coopérative volontaire. Durant 1 an, au niveau de ce projet, on a d'abord identifié une coopérative volontaire. Ça a été donc la COP Agneux-Soleil, comme coopérative pilote. Il y a eu un temps de collecte de données, d'analyse et de formalisation des résultats. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est donc déjà de laisser la parole à Laurent Rochefort, qui donc a bien voulu prendre la parole pour Agneux Soleil, donc qui est le directeur administratif et financier de cette coopérative, pour nous présenter cette COP et leurs travaux, pour ensuite donc laisser la parole donc à Amélie Coll, qui est la directrice adjointe de Vertigolab et a suivi donc le montage de ce projet et le diagnostic impactaire pour Agneux Soleil, pour ensuite redonner, on verra, la Laurent pour expliquer un peu ce que ces résultats leur a permis leur a apporté et les suites à donner pour eux. Donc Laurent, je vous laisse la parole, je vous en prie. Oui, bonjour, merci. D'abord, désolé pour les conditions, parce que je suis dans une voiture, donc c'est pas forcément exceptionnel. J'espère que vous m'entendez bien. Très bien. Donc, pour présenter brièvement la coopérative Agneau Soleil, c'est une coopérative qui est spécialisée en ovins viande, donc tout ce qui est brebis, agneaux, avec une activité de collecte des animaux et de revente à l'aval local, hein, donc qui est pour faire de l'agneau de boucherie. Et également des activités avec des magasins d'appro, on a d'agrofourniture. Donc on a 6 magasins qui sont spécialisés pareil sur du matériel ovin et une activité également de soutien technique aux exploitants, donc tout ce qui va être conseil technique en élevage. Voilà, la coopérative c'est environ 45 salariés et notre aire alors on couvre 14 départements, mais on va dire que notre aire de prédilection l'activité se concentre, c'est toute la région sud, avec principalement les départements 04, 05 et 13. Et après, voilà, on a donc toute la région sud et après les départements périphériques, l'Isère, la Drôme, voilà, un petit peu de la Savoie, etc. Donc voilà, pour faire une brève description de la coopérative. Je ne sais pas si vous avez des questions sur cette description. Ça m'a l'air clair. De toute façon, on vous relaisse la parole, Laurent, juste après la présentation des résultats justement du diagnostic. Amélie, je te laisse la parole. Merci.
Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Et si j'y arrive, je vais peut-être te prendre la main sur le partage d'écran pour pouvoir avoir les quelques animations qui permettront, je l'espère, de rendre les quelques chiffres aussi plus digestes. Donc effectivement, avec Jean-Christophe qui est là aussi, on a réalisé ce travail en partenariat avec Agneau Soleil et on les remercie encore vivement pour les données partagées qui nous ont permis de réaliser cela. On va essayer de faire très vite, mais on sera à disposition bien sûr pour répondre aux questions s'il y en a. On a donc mobilisé cet outil Impactaire mentionné par Emma, qui, dans les grandes lignes, permet de modéliser l'économie à l'échelle d'un territoire donné. Et ce, à travers trois grands indicateurs, le chiffre d'affaires, la valeur ajoutée et les emplois en équivalent temps plein, en ETP, et ce pour trois grands niveaux d'impact, les impacts directs, indirects et induits. Les impacts directs, ce sont les effets de l'activité de l'entreprise, ici de la coopérative agricole directement, donc son chiffre d'affaires, ses emplois salariés. Les impacts indirects, grâce à cet outil Impactaire, on vient remonter l'ensemble de la chaîne de fournisseurs, de la chaîne de valeur et voir les effets qu'ils ont sur le territoire. Et les impacts induits, quant à eux, ils viennent traduire l'utilisation du salaire des différents salariés tout au long de la chaîne de valeur sur le territoire. Donc, le salarié de la coopérative, mais aussi le salarié du fournisseur, etc., lorsqu'ils vont acheter, par exemple, une baguette de pain sur leur territoire. Donc, c'est cet outil qui nous permet de calculer ces fameuses retombées socio-économiques et effets d'entraînement. Mais avant de l'utiliser, on a pu, avec Agneau Soleil et à l'époque avec Ambre, travailler tout d'abord sur une cartographie des activités de la coopérative afin de bien comprendre les différents flux financiers et donc les effets qui peuvent être générés sur le territoire. Je passe très vite vu le timing, mais je crois que l'ensemble des supports vous seront transmis aussi à tous. Et ce qui nous permet, en utilisant donc cet outil Impactaire, d'obtenir ces résultats. Donc là, on se situe au niveau des retombées socio-économiques générées par la coopérative Agneau Soleil, et ce, en amont de la coopérative. Et vous le voyez, les trois grandes pyramides à l'écran représentent les trois grands indicateurs que nous avons étudiés, et avec à chaque fois les différents niveaux d'impact, donc direct, la pyramide verte plus foncée en haut, indirect, induit et totaux, pour ces trois grands indicateurs. Et donc, si on prend l'exemple du chiffre d'affaires, on voit que Agneau Soleil, en tant que coopérative, réalise un chiffre d'affaires de 20,5 millions d'euros. Mais dès lors qu'on fait tourner cet outil Impactaire, qu'on vient regarder tous les effets d'entraînement sur le territoire et qu'on vient donc ajouter ces impacts indirects et induits, ce sont en réalité 57,5 millions d'euros qui sont générés grâce à l'activité de la coopérative sur le territoire. Et c'est cette même logique qu'on retrouve sur les trois autres indicateurs, avec un point d'attention qu'on souhaitait souligner au niveau de la position dans cette modélisation des éleveurs coopérateurs. On en a donc 402 qui se situent ici dans ces impacts indirects, mais qui sont bien des éleveurs coopérateurs adhérents à Agneau Soleil. Et si... hop, voilà. Et ces éléments-là, ça nous permet de calculer ce qu'on appelle des effets multiplicateurs, ces fameux effets d'entraînement qui sont aussi intéressants dès lors qu'on a envie de se positionner par rapport à d'autres secteurs d'activité de l'économie. Et ça, dans les résultats plus étayés, on vient positionner aussi les effets d'Agneau Soleil par rapport à d'autres secteurs. Et un autre chiffre qu'on souhaitait également mettre en évidence, c'est le montant qui est reversé directement aux éleveurs adhérents de la coopérative Agneau Soleil, c'est 13 millions d'euros que vous voyez en bas de la diapositive, ce qui représente en moyenne 24 000 euros par agriculteur rattaché à la coopérative. Ces éléments, on les a réalisés donc au niveau de l'amont, quand on vient regarder la coopérative et qu'on remonte toute la chaîne de valeur, mais on s'est également intéressé aux effets en aval à travers l'abattage et la distribution pour avoir vraiment une vision de l'intégralité de la filière et des effets qui ont lieu sur le territoire. Et quand on vient regarder tout ça, au total, ce sont les chiffres que vous avez ici à l'écran. Donc, grâce à Agneau Soleil et son activité sur le territoire, au total, de l'amont jusqu'à l'aval, ce sont 103,8 millions d'euros de chiffre d'affaires qui sont soutenus sur le territoire, 18,4 millions d'euros de valeur ajoutée et 835 emplois ETP qui sont soutenus par l'activité de la coopérative. On a également cherché à mettre quelques indicateurs complémentaires à ces éléments très, très chiffrés, très socio-économiques, ce que cela représente en termes d'hectares qui sont rattachés aux éleveurs adhérents d'Agneau Soleil et qui sont donc quelque part aussi préservés grâce à l'activité de la coopérative. Donc plus de 105 000 hectares qui sont entretenus par les éleveurs adhérents de Agneau Soleil.
Également la contribution à l'alimentation, à la souveraineté alimentaire du territoire. Donc à travers le tonnage de production qui est réalisé et qui passe à travers les mains de Agneau Soleil, on a pu estimer que ce sont voilà, plus de 400 000 personnes par an qui sont nourries donc théoriquement à travers l'activité de la coopérative. Et de quelques derniers éléments sur le timing qui nous est accordé, on a cherché à positionner aussi Agneau Soleil et ce positionnement orienté vraiment vers les circuits courts et de proximité par rapport à une filière qu'on pourrait qualifier de classique, qui n'a pas ce même ancrage territorial. Et les chiffres que vous voyez ici en bas à droite de la diapositive, ce sont les bénéfices qui sont liés à cette démarche très ancrée localement et tournée vers les circuits courts et de proximité de Agneau Soleil par rapport à une filière classique qu'on a pu calculer grâce à des données des données de littérature. Voilà. J'espère qu'on a tenu le timing. C'était très court et on est en tout cas à disposition avec Jean-Christophe pour présenter plus en détail. Et sinon, les résultats détaillés seront, je pense, mis à disposition. Merci beaucoup, Amélie. Justement, du coup, pour terminer, juste Laurent, quelques éléments justement pour dire ce que ça vous a apporté et à quoi ça va vous servir pour alimenter aussi votre vision, l'impact de votre COP sur le territoire. La première des choses, je crois que c'est surtout une prise de conscience de l'importance d'une entreprise et de la filière, parce qu'en fait, bon, on en parle souvent, mais là, on a des chiffres qui le matérialisent. Donc, c'est quand même un élément qui nous permet, oui, de prendre conscience et on va dire, d'être satisfait de ces résultats. Après, voilà, il y a des chiffres qui sont aussi à relativiser parce que sur la partie les exploitants, la partie éleveur, bon, aujourd'hui, c'est pas forcément que la coopérative qui les fait vivre, ni le fonctionnement de la coopérative qui les fait vivre, mais c'est tout un système. Par contre, voilà, tout ce qui en découle de la filière, c'est quand même, voilà, c'est quand même très significatif au niveau des chiffres. C'est un document, nous, qui peut nous permettre de communiquer, hein, que ce soit aussi bien par rapport au grand public, par rapport à nos salariés, par rapport aux élus, parce qu'aujourd'hui, on est toujours dans les remises en cause des choix qui peuvent être des choix budgétaires sur des subventions à orienter d'un côté ou de l'autre. Et là, on peut aussi prouver que ce qui est investi sur l'agriculture, sur le monde agricole, est plutôt, on va dire, bien valorisé et génère de l'activité sur le territoire. On se rend compte que sur nos territoires, en plus, on est sur des départements qui sont plutôt faiblement peuplés, 0,4, 0,5. Les deux départements, à tous les deux, c'est à peu près 300 000 habitants. Donc, c'est des tout petits départements. Et voilà, l'impact de la filière avec la coopérative, l'abattoir, les transformateurs qui sont derrière, ça montre qu'on a quand même on pèse quand même pas mal en emploi. Donc, ça, c'est quand même plutôt très, très intéressant. Après, ça montre aussi, même par rapport à nos adhérents, sur notre valeur ajoutée qui n'est pas forcément exceptionnelle, mais c'est aussi notre rôle. En fait, on fait courroie de transmission entre l'aval complet et puis l'amont, nos agriculteurs. Donc, en gros, l'argent chez nous, on n'est pas là pour faire des gros bénéfices, on est surtout là pour le faire transiter, faire valoriser, que la valorisation revienne dans nos éleveurs. Donc ça, c'est quand même très important. Donc pour moi, c'est un très bon outil de communication. Sur là aussi, pareil, sur la partie contribution à l'alimentation locale, qui est importante aujourd'hui dans les discours qui sont portés et pour l'autonomie alimentaire du pays. C'est important aussi de se dire, voilà, le nombre de personnes que l'on nourrit, des fois ça relativise aussi, mais je pense que c'est des chiffres qui sont quand même qui vont être utilisés par la coopérative et qui vont servir pour notre communication. Voilà. Merci beaucoup, Laurent. Et merci, Amélie. Bravo pour Amélie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Peut-être je me fais le relais des questions dans le chat, même si vous les voyez. Enfin, je commence, Yuna, par la remarque, puis Sabine, je fais part de ta question. Une remarque de Yuna Chifolo, donc de l'INRAE, mais Yuna, tu aurais pu prendre la parole pour le dire. Voilà, bonjour, vous parlez plutôt de contribution à l'autosuffisance alimentaire que de souveraineté alimentaire. En effet, c'est très juste. Il n'y a pas, en tout cas dans ce qu'on raconte, de choix souverains en termes de type d'alimentation ou de pratiques de production qui sont soulevées, mais bien en tout cas des quantités ramenées à des mangeurs, quoi. Donc merci Yuna pour cette remarque que tu peux compléter à tout moment. Et ça fait le lien avec la question de Sabine Picard, donc de la Chambre régionale d'agriculture PACA.
avez-vous pu mesurer le volume de viande qui va vraiment être consommé localement via les circuits de distribution 04, 05, donc Alpes de Haute-Provence, Hautes-Alpes et Bouches-du-Rhône, parce qu'elle demande s'il y a bien une part qui part à l'export, a priori. Donc, Non, 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 donc la alors, question, non, non, alors, non, non. allez-y. Alors clairement, on va être très clair hein, sur la viande d'agneau. De toute façon, aujourd'hui, on importe 40% de notre consommation. Et ce qu'on fait, enfin, les agneaux, on va dire français, c'est plutôt, on va dire, du haut de gamme. Et tout ce qui est fait autour de chez nous, là, ça reste sur le bassin méditerranéen. Aujourd'hui, sur la filière ovine, ça bouge pas, ça va pas très très loin et ça reste vraiment sur du local. Ok. Et- Amélie, tu as une remarque, puis après, il y avait une autre question dans le chat, Pardon, mais c'était je te laisse. pour compléter et merci beaucoup Laurent. Et effectivement, de toute façon, nous, on a ciblé vraiment le périmètre circuit court et de proximité qu'on avait défini aussi initialement et avec Ambre par rapport aux résultats qui ont été présentés. Donc voilà, on est vraiment uniquement dans ce rayon aussi de 200 km sur les chiffres qui ont été présentés. Et au passage, merci beaucoup Yuna pour la correction. Effectivement, en allant vite, j'ai fourché. Et du coup, et le périmètre et intermédiaire, et un seul intermédiaire maximum dans cette définition aussi. Et je peux Le effectivement Euh, périmètre, répondre. le périmètre de consommation, c'est toute la partie sud, hein, donc toute la Côte d'Azur, etc. Voilà, donc il y a une grosse consommation sur cette zone-là. Ça marche. Et oui, Et Amélie, je si- t'invite à répondre à la question suivante. Oui, avec plaisir. Cela aurait été possible. Techniquement, c'est des choses qu'on peut faire, qu'on sait faire par ailleurs avec Jean-Christophe sur le chiffrage des coûts évités par rapport à une éventuelle baisse d'émissions de gaz à effet de serre, mais dans le périmètre là du projet Impact qui malheureusement n'était pas prévu ou possible. Mais sur des choses sur lesquelles on travaille par ailleurs, c'est effectivement sur ces coûts évités en matière de santé notamment, qui sont pas toujours évidents à chiffrer par ailleurs. Ok. Et moi, je me permets une toute petite question rapide aussi, et notamment, je l'adresse plutôt à Laurent. Je me suis demandé, parce qu'on l'a dit tout à l'heure en introduction, à la fois c'est des éléments de communication, voilà, de pouvoir prendre conscience, faire une photographie d'un certain type d'impact, et ça a aussi une vocation parfois à accompagner du changement ou, enfin, en tout cas des évolutions, parce que justement, on se rend compte de telle chose ou telle chose. Je voulais savoir si Laurent, vous pour Agneau Soleil, est-ce que ça soulève des pistes je sais pas, d'évolution de votre activité ou d'une manière de faire liée à cette photographie des impacts? Enfin, peut-être pas, mais je n'en Alors, pas. voilà, je vais vous remettre le contexte. Moi, je suis arrivé il y a 3-4 mois, donc j'ai Ah assez oui. peu de recul. Et enfin, par contre, il y a une certitude, c'est que moi, le chiffre qui m'a le plus surpris, on va dire, c'est le peu de personnes que l'on nourrit, entre guillemets. Sachant que voilà, c'est toujours difficile pour commercialiser nos agneaux, etc. Donc, je pense pour moi, ça soulève, enfin, ça vient conforter l'idée qu'on a un réel sujet de communication à faire sur notre viande qui est un peu spécifique et qui n'est pas forcément énormément consommée comme peut l'être le bœuf ou autre. Et ça vient soutenir ça en disant voilà, on pense qu'on est une grosse région productrice, mais quelque part, on ne nourrit que 400 000 personnes sur 60 millions d'habitants. Voilà, ça relativise. Ça donne des Très perspectives. bien. Merci. Et là, peut-être une question pour Amélie aussi, parce qu'il y a une demande de précision sur qu'entendez-vous par Est-ce emploi que soutenu. Oui, Emma. Ouais, merci. Est-ce que c'est possible de répondre directement, soit en écrivant une réponse dans le chat, soit après, il y aura 10 minutes de questions à la fin des Ah autres oui. 3 présentations qui restent et on va devoir avancer parce que sinon, on va prendre un peu trop de retard sur le timing. Je Voilà. réponds par Ça Mais vous écrit, pas de marche. souci. pouvez. Super. Merci beaucoup. Et bah, du coup, on va poursuivre. Donc, c'est bon, je repartage mon écran. Et donc, je vais vous présenter ce qu'a pu faire Tram en cherchant à mesurer les impacts économiques et territoriaux, pardon, de 3 magasins de producteurs. Donc, les 3 magasins de producteurs qui ont été sur lesquels les expérimentations ont porté cette année, c'était notamment le magasin Odélis Paysan qui est situé en Occitanie, près de Perpignan, à Le Soleil. Il y avait aussi le magasin de producteurs La Corbeille du Ségala, situé dans le Tarn, à Le Garric, c'est à côté d'Albi. Et puis le magasin Au Panier Vert, situé à Frelinghien, dans la métropole de Lille. Donc les expérimentations, voilà, ont porté sur ces trois structures-là. Donc, concernant le travail de Tram sur la mesure d'impact des magasins de producteurs, ça part de projets, de travaux menés avec l'outil LM3, le Local Multiplier 3,
Donc c'est un terme anglais parce que c'est un outil qui nous vient de la New Economic Foundation, un groupe d'économistes anglais qui travaille notamment sur la justice sociale et environnementale et qui avait développé un outil pour mesurer les impacts d'une organisation, les impacts économiques d'une organisation au niveau local. C'est un outil qui a été utilisé sur différents projets. Je ne vais pas rentrer dans le détail des différents projets, mais il y a eu le projet MacPro qui s'est terminé en 2018. Il y avait une première expérimentation avec cet outil, donc on va traduire donc en français par coefficient multiplicateur de l'achat local, hein, donc sur une boutique paysanne en Occitanie. Il y a eu aussi des tests sur 5 magasins de producteurs dans le Luberon en 2021 et puis sur 3 nouveaux magasins dans le cadre du projet Impact en 2024. Donc, le coefficient multiplicateur de l'achat local, il sert à quoi? Il permet donc de chiffrer l'impact économique du magasin sur son territoire en retraçant le circuit de l'argent qui est initialement dépensé par un consommateur dans un point de vente. Le schéma que vous avez là, ça schématise les dépenses qu'on a étudiées du magasin de producteur La Corbeille du Ségala. Donc sur ce schéma, vous voyez justement au niveau 1, on a un consommateur qui, on fait l'hypothèse qu'il dépense 100 € dans le magasin de producteur. On va regarder au deuxième niveau comment le magasin de producteur redépense cet argent, qu'est-ce qui reste sur le territoire, qu'est-ce qui sort du territoire. Sachant que les périmètres géographiques qui ont été choisis en termes de périmètre local, c'est le périmètre de 30 km et de 80 km. Donc là, sur le schéma, c'est les dépenses sur un périmètre de 80 km. Donc sur ce périmètre de 80 km, le magasin de producteur, il dépense un petit peu plus de 97 € en local et il y a 2,5 € qui sortent du territoire, qui sont notamment pour payer des impôts, de l'électricité, des fournisseurs, etc. Sur ces 97 € qui restent et qui sont dépensés localement, il y a 88 € qui vont aux producteurs qui approvisionnent le magasin, qui sont associés du magasin, et puis 9,3 € qui sont aussi donc en local, mais qui sont à d'autres fournisseurs et qui servent à payer des choses comme par exemple le loyer. Ensuite, au troisième niveau, on va regarder comment ces acteurs-là dépensent eux-mêmes l'argent qu'ils ont reçu du magasin. Donc les producteurs dépensent en l'occurrence 77,6 € localement et 10,6 € hors du périmètre des 80 km. Et les fournisseurs, les autres fournisseurs et les propriétaires pour le loyer, etc., c'est des personnes auxquelles on n'a pas accès à la comptabilité, donc on ne peut pas présumer qu'ils dépensent tel pourcentage localement ou tel pourcentage hors local. Donc on considère pour le calcul que toutes leurs dépenses sont non locales. Donc voilà ce que permet de faire le coefficient multiplicateur de l'achat local. Et en additionnant les dépenses locales du niveau 1, 2 et 3, en le ramenant ensuite au montant du niveau 1, on a un chiffre compris entre 1 et 3. Plus c'est proche de 3, plus cela veut dire que l'intégralité de l'argent dépensé au niveau 1 a été redépensé sur un périmètre de la zone locale. Donc justement, là, je vais vous présenter les différents résultats et le bilan un peu qu'on ressort de toutes ces expérimentations du coefficient multiplicateur de l'achat local. Donc, ces deux illustrations que vous avez, c'est deux résultats qui ressortent de ce projet Impact. Et puis, pour revenir sur les résultats donc, des années précédentes, donc en 2018, il y avait 2 zones locales qui avaient été étudiées. La zone de 20 km, le coefficient multiplicateur était de 2,4. Pour 80 km, on était à 2,7, donc c'est des très bons scores. En 2021, c'était pour le rayon de 30 km entre 2 et 2,5. Et pour le rayon de 80, entre 2 et 2,8. On descend à 2,0 pour les magasins dans le Luberon parce que pour certains magasins, il y a eu un manque d'accès à des données suffisantes qui ont conduit à minimiser le score final pour ne pas surestimer un score et être toujours valable dans le calcul, la méthode scientifique qui est utilisée. C'est un peu la règle quand on manipule ce type d'outils. Il y a besoin d'être vraiment transparent sur la façon dont c'est calculé et savoir bien comprendre ce qui a été considéré comme local et comment on a fait pour considérer les choses quand on n'était pas certain du résultat, quand on n'avait pas accès aux données, aux livres des comptes des entreprises étudiées, etc. Ensuite, pour les résultats en 2025, les scores qui ressortent sont entre 2,2 et 2,6 pour un rayon de 30 km et entre 2,4 et 2,8 pour un rayon de 80 km.
Vous aurez le lien quand on vous enverra la diapositive utilisée. Et il y a un lien vers une vidéo explicative qui a été faite suite au projet 2021 qui réexplique bien cette méthode. Donc, dans ce projet, on a continué à essayer de développer la méthode pour qu'elle soit plus simple d'appropriation, peut-être plus robuste aussi et plus facile d'accès et d'utilisation. On a essayé de mettre en place une démarche par estimation des dépenses de producteurs. C'est finalement pas les choix méthodologiques qui ont été faits pour 2025. Pour sortir les résultats de 2025, on a vraiment étudié précisément les comptabilités des agriculteurs en ayant accès au grand livre de comptes de ces producteurs et productrices qui ont participé. Donc là, voilà, les résultats qui sortent cette année sont vraiment sur la base de chiffres et une analyse fine de la comptabilité. Et puis, on a essayé de mettre en place un processus pour faciliter le plus possible et automatiser le traitement des données. Donc, c'est un peu plus simple que ceux qui s'y sont prêtés en 2021. Ça reste une démarche quand même assez lourde et chronophage à mettre en œuvre. On considère que c'est toujours un indicateur innovant en ce qui permet de mettre la lumière sur des circuits de commercialisation encore jugés parfois trop marginaux et dont on estime que l'intérêt économique n'est pas forcément reconnu à sa juste valeur. Et par ailleurs, les acteurs des territoires qu'on a rencontrés dans le cadre de ce projet se montrent toujours très intéressés lors des restitutions et trouvent que l'indicateur est très parlant et utile à mettre en place. Après, on estime qu'on n'apprendra pas forcément grand-chose si on refaisait une analyse via cet indicateur sur d'autres magasins de producteurs. On voit que les scores sont quand même assez stables là d'un projet à l'autre. Donc ça reste intéressant, mais là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une diversité de magasins de producteurs qui ont été étudiés dans des territoires différents, des tailles de magasins différents. Donc, ces scores peuvent être plus largement utilisés par d'autres magasins. Enfin, on peut estimer que d'autres magasins de producteurs auraient des scores similaires à ceux-là. Donc ensuite, Tram a cherché à interroger d'autres effets des magasins de producteurs sur les territoires et sur les fermes. Je vais vous présenter ici un petit panorama de ce qui a été enquêté et la façon dont on a cherché à traduire ces impacts économiques et territoriaux. Donc, on a cherché à évaluer la contribution au développement socio-économique territorial. Donc, le coefficient multiplicateur était une traduction de cette participation au développement économique, mais on trouvait que l'emploi était aussi un indicateur intéressant pour interroger la participation des magasins à ce développement. Et il se trouve qu'on a fait la moyenne des ETP par ferme, et sur 42 fermes interrogées, en moyenne, c'était de 2,2 à 2,8 ETP contre 1,4 pour l'ensemble des exploitations agricoles. Ensuite, on a regardé comment les magasins de producteurs participaient au renouvellement de la profession agricole et comment ça permettait, si ça permettait de faciliter les installations. Donc voilà, on a interrogé le magasin de producteurs comme un potentiel levier facilitant l'installation. Ce qui ressort, c'est que la vente directe, donc en l'occurrence les magasins de producteurs, mais la vente directe de manière générale, elle est parfois citée comme une condition économique d'installation absolument nécessaire pour certains producteurs et que sans le meilleur captage de la valeur ajoutée qu'elle permet, les installations n'auraient pas pu se faire. Il y a des producteurs qui citent aussi que ce sont des débouchés qui fonctionnent dès le départ et qui apportent vite de la trésorerie sur les fermes, et c'est très important pour ceux qui viennent de s'installer. Je vais accélérer un peu parce que je suis en train de dépasser le timing. Ensuite, on a cherché à évaluer la résilience et l'autonomie financière des fermes. Il y a 3 choses qu'on a interrogées pour cela: la façon dont ça permet un apport régulier en trésorerie, la fixation du prix et la diversification, oui, que ça a mené sur les fermes, diversification en termes d'ateliers. On a également cherché à évaluer le bien-être apporté par la commercialisation en point de vente collectif en regardant différentes choses, à la fois les revenus disponibles, la satisfaction des revenus et l'efficience de commercialisation. Donc, ce qu'on voit sur les revenus disponibles, c'est qu'il y a des résultats qui sont très hétérogènes entre les différentes fermes étudiées. Et puis, on a regardé aussi comment ça pouvait, si ça pouvait avoir un impact sur les pratiques agricoles.
Et ce qui ressort là, c'est qu'il y a une diversité d'engagement dans le domaine de l'agroécologie au sein des magasins de producteurs, mais que malgré tout, la valorisation financière que ça permet, ça participe à la mise en place et surtout au maintien de pratiques durables sur les fermes. Et je vais laisser la main à Audrey Laby, qui normalement est connectée pour qu'elle vous fasse un petit retour d'expérience, puisqu'elle est associée au magasin de producteurs La Corbeille du Ségala, qui a participé à l'expérimentation. Et en fond, ce sont des dessins faits par une illustratrice qui met en image un peu les différents résultats qui sont ressortis de l'étude des impacts des magasins de producteurs. Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. D'accord, parce que du coup, moi, j'ai mon écran qui… Voilà, je ne vois plus rien, mais si vous m'entendez, c'est le principal. Donc, je suis Audrey, je suis productrice donc, au magasin de producteurs La Corbeille du Ségala. Voilà, donc juste La Corbeille du Ségala, c'est une quarantaine de producteurs associés, un magasin qui existe depuis 12 ans environ. Et du coup, pour dire très rapidement, nous, ça a été une super expérience là, de participer à cette recherche. Ça nous a permis de prendre un peu de hauteur. En fait, on est le nez dans le guidon à faire tourner notre boutique, voilà, à être dans la gestion quotidienne de la boutique. Et en fait, voilà, là, ça nous a permis de prendre du recul, un temps de réflexion entre associés et de re-questionner un peu le sens de pourquoi on fait ça, au-delà d'une question simplement économique, quoi. Voilà. Et en fait, on est très, très fiers d'avoir notre coefficient multiplicateur de l'achat local. On l'a affiché en boutique, voilà. Et du coup, pour nous, c'est déjà une valorisation de notre travail. Ça redonne ou ça met en avant la légitimité de notre magasin. Voilà, on se sent, oui, plus légitime, ou en tout cas notre légitimité, elle est augmentée. Voilà, c'est un moyen de valorisation de ce qu'on fait, du sens qu'on veut donner à notre magasin. Et du coup, c'est un super support de discussion là avec nos clients, puisqu'on l'a affiché dans le magasin. Donc, c'est assez intéressant de discuter avec nos clients sur ce que ça signifie. Et puis, ça nous a permis une ouverture vers des partenaires aussi du territoire. Donc notamment aussi parce qu'on a fait la restitution, peut-être Emma en parlera après. Et du coup, voilà, ça nous a permis de nous mettre en lien avec des représentants des collectivités territoriales, etc. Et notamment pour faire valoir l'intérêt, voilà, de ce type de magasin et de comment une collectivité territoriale peut nous soutenir ou peut nous aider, voilà. Et pour la suite, du coup, ben voilà, l'objectif, c'est d'essayer de mieux communiquer, de plus communiquer et de mieux communiquer en disant voilà, on n'est pas simplement comme point de vente classique, on est aussi on participe vraiment au développement territorial et en appuyant des boutiques comme la nôtre, on participe aussi à renforcer les acteurs agricoles locaux et à offrir une alimentation de qualité aux gens du territoire. Voilà un petit peu rapidement. Merci beaucoup, Audrey. Alors, j'invite tout le monde à bien noter ses questions, soit pour lui, pour prendre la parole après, soit dans le chat. On y répondra au fur et à mesure. En fait, on va continuer avec la présentation du réseau CIVAM et du Miramap. Et puis ensuite, il y aura un temps, 10 minutes de questions et d'échanges de prévus. Voilà. Et du coup, je vais laisser la main à Pascal ou Mélanie, je ne sais plus. Oui, bonjour à tous. Merci Emma. On va faire cette présentation à deux voix, Pascal et moi-même. Du coup, Mélanie, je coordonne le sujet accès à l'alimentation durable pour tous au réseau CIVAM. Et nous, dans le cadre du projet Impact, on a choisi de tester cette méthode LM3 qui vient de vous être présentée auprès d'épiceries sociales et solidaires. On a fait ça en partenariat avec l'UGES, qui est un réseau qui regroupe des épiceries sociales et solidaires.
Et peut-être juste avant de vous présenter les objectifs et les résultats, je ne sais pas si tout le monde connaît le modèle épicerie sociale et solidaire, donc je vais refaire un petit mot de présentation rapide. Les épiceries sociales et solidaires, c'est des espaces de vente de produits alimentaires à des prix différenciés. Et c'est aussi un espace d'accompagnement social. Elles peuvent être destinées à des publics en précarité ou elles peuvent aussi être en mixité de public. Et historiquement, l'approvisionnement des épiceries repose sur les produits des banques alimentaires et sur les collectes. Du coup, c'est le modèle d'approvisionnement de l'aide alimentaire classique. Mais aujourd'hui, le réseau UGS avec lequel on a travaillé se tourne de plus en plus, enfin les épiceries de ce réseau se tournent de plus en plus vers une part croissante d'achat. Une partie de ces achats est financée aujourd'hui par le Fonds Mieux Manger pour tous, que l'UGS redistribue aux épiceries membres de son réseau et dont l'utilisation est conditionnée à des critères d'achat en local et de qualité. Ces achats sont assez difficiles à mettre en œuvre parce que les filières ne sont pas forcément structurées et que les épiceries n'ont pas toujours ces habitudes d'achat-là. Et c'est dans ce cadre-là que nous, on accompagne les épiceries. Du coup, je ne sais pas, Emma, si c'est toi qui as la main sur le diaporama, tu peux passer. Donc, nous, on avait deux objectifs derrière cette expérimentation. Le premier objectif, il est de repenser la manière dont on regarde ces circuits d'accès à l'alimentation. Il y a un rapport du Sénat qui est sorti il y a quelques années qui nous disait l'aide alimentaire est très efficiente du point de vue de l'utilisation de l'argent public parce que pour 1 euro d'argent public mis dans le système de l'aide alimentaire, il y a en gros 3 euros d'aide alimentaire qui est distribuée parce que c'est démultiplié par le don de produits et le bénévolat qu'il y a dans les réseaux d'aide alimentaire. Et nous, on avait envie d'essayer de regarder cette question de l'efficience et de l'efficience économique un peu différemment. Il y a tout un regard critique qui s'est construit aussi sur l'aide alimentaire qui est indispensable et qui aujourd'hui fait un travail précieux. Mais qui ne nous semble pas, ou en tout cas pas pour toutes les situations, être efficiente ni socialement ni économiquement. Et on pourrait mettre en avant, par exemple, la notion de coûts sociétaux que nous, on a travaillé récemment autour d'un rapport qui s'appelle l'injuste prix d'alimentation, car le recours à l'aide alimentaire, c'est documenté, c'est l'étude ABENA de 2012, a un impact sur l'état nutritionnel des personnes, c'est vecteur d'inégalité sociale de santé, donc de dépenses de santé. Donc voilà, c'est des éléments qui nous permettent de re-questionner un peu tout ça. Et dans le cadre de l'étude, on trouvait que l'indicateur LM3, il était assez intéressant parce qu'il nous permettait de regarder autre chose, cette question de l'efficacité de l'argent public investi. L'idée de, voilà, est-ce qu'on peut retourner cet argument et dire pour 1 euro d'argent investi, quel est l'effet des multiplicateurs du coup sur le territoire? En quoi ces dispositifs d'accès à l'alimentation, finalement, ils contribuent aussi au développement économique local, en plus des missions indispensables qu'ils font sur l'accès à l'alimentation et l'accompagnement social des personnes. Donc ça, c'était un des objectifs, c'était d'alimenter le débat là-dessus et donner des clés argumentaires aussi pour ces circuits-là. Et le deuxième objectif, c'est un objectif d'accompagnement dans la démarche où on est avec les épiceries, car comme je vous le disais, les épiceries souhaitent aller de plus en plus vers de l'achat de denrées en local pour toute une diversité de raisons, parce que ça leur permet de diversifier l'offre de produits qu'elles proposent à leur public, ça leur permet d'avoir une offre alimentaire de meilleure qualité pour leur public, ça leur permet d'attirer aussi de nouveaux publics avec cette idée de mixité, de ne pas faire des circuits qui seraient réservés pour des personnes en précarité. Et ça leur permet aussi de défendre des systèmes alimentaires durables, qui est des ambitions qu'elles rajoutent à leur cœur de métier de l'accompagnement social. Donc voilà, et en les appuyant là-dessus, on s'est rendu compte que les acteurs de l'aide alimentaire qui viennent de la gratuité sur leur approvisionnement, qui est un système qui est plutôt bien organisé,
rencontre des difficultés spécifiques pour s'approvisionner dans ces circuits marchands, repérer ce qu'est l'offre locale, mettre en place ces circuits, discuter des prix avec les producteurs et travailler ça en adéquation avec l'enjeu de la participation et de la démocratie dans leurs initiatives. Et donc, du coup, pour nous, ce travail sur la méthode LM3, c'était aussi une manière de discuter, c'est quoi acheter en local, ça veut dire quoi, ça a quels impacts, et d'en faire un outil de réflexion et d'accompagnement des épiceries. Et je vais passer la parole à Pascal pour vous présenter les 2 épiceries avec lesquelles on a travaillé et les résultats de la méthode LM3 et des questionnaires qualitatifs qu'on a pu faire autour de la méthode LM3 auprès d'elles. Oui, merci Mélanie. Donc Pascal Aubray, donc comme vous l'avez compris, hein, moi je suis collègue de Mélanie à Réseau Siva, mais je travaille sur les questions d'alimentation et dynamique territoriale. Donc effectivement, on a mené cette étude, comme l'a rappelé Emma tout à l'heure en préambule, auprès de 2 épiceries sociales et solidaires. Donc d'une part le Cabas Solidaire qui est basé à Niort, et puis une autre épicerie qui elle est un peu plus au sud à Pessac, qui s'appelle Épisol. Donc le Cabas Solidaire, c'est une épicerie assez récente. Alors je vais pas vous présenter les résultats des 2 parce que ce serait trop fastidieux. Donc on a plutôt focalisé là sur le Cabas Solidaire à Niort, donc qui est une épicerie assez récente. Alors ces 2 épiceries sur lesquelles on a travaillé avaient des caractéristiques assez singulières quand même pour des épiceries sociales, c'est-à-dire que deux éléments prépondérants. Donc, c'est cette mixité des publics auxquels elles s'ouvrent, à la fois des bénéficiaires de l'aide alimentaire et puis des mangeurs solidaires. C'est comme ça qu'elle les qualifie. Ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, un approvisionnement, comme ça a été rappelé par Mélanie, qui est fondé majoritairement sur l'achat direct auprès de fournisseurs et pour le coup, un recours relativement marginal aux dons alimentaires. Donc, c'est pas tout à fait le hasard si on a choisi ces 2-là. Et en plus, elles étaient plutôt intéressées par se prêter au jeu, compte tenu du fait justement qu'elles essayent de relocaliser leur achat. Donc voilà, sur la petite diapositive, alors je vais pas vous représenter la méthode LM3 parce qu'elle a déjà été présentée tout à l'heure par Emma. Mais ce qui ressort, on l'a mobilisé notamment donc ici hein, sur le cabas solidaire. Alors deux scénarios de calcul. On a calculé un premier score qui prend en compte uniquement les dépenses vers les individus qui étaient accessibles vraiment pour le calcul. Et donc en niveau 2, donc là vous voyez sur le schéma, on a travaillé sur une sortie vers les salariés et les producteurs, sachant que tout ce qui était non local et puis tout ce qui était autre charge, on n'a pas réussi à- à aller chercher les chiffres. Du coup, on s'est vraiment focalisé là-dessus. Et pour le coup, au niveau 3, on a étudié uniquement le flux vers les salariés et les producteurs. Et on se retrouve avec un score LM3 de 2,7, enfin 2,70 € pour 1 euro dépensé au départ. Donc, ce qui est plutôt un bon chiffre et ce qui correspond en gros à ce qu'a présenté tout à l'heure Emma sur les magasins de producteurs. Donc, c'est pas forcément très surprenant. Et le deuxième scénario sur lequel on a travaillé prend en compte pour le coup la totalité des dépenses de l'épicerie. Donc, et du coup, au niveau 3, on accorde à tous les fournisseurs non accessibles, donc c'est-à-dire les fournisseurs sur lesquels on n'avait pas accès aux dépenses, on leur a attribué un score de 0 en termes de dépenses locales. Et pour le coup, là même en attribuant ce score de 0, ce qui est sans doute pas exactement la réalité, on obtenait malgré tout un score LM3 de 2,20 €, enfin 2,2, donc ce qui restait quand même relativement intéressant en termes de résultats et finalement un résultat assez élevé pour l'épicerie en tant que telle. Donc voilà, on peut passer à la diapo suivante, Emma. Et du coup, moralité, donc on avait plutôt des résultats
qui apparaissaient satisfaisants et qui, pour le coup, permettent de démontrer un impact économique, pardon, assez intéressant en termes d'activité de ces épiceries sur leur territoire. Donc, ça les conforte plutôt dans leur choix, en tout cas d'essayer de s'approvisionner en local. Et plus globalement, pour l'UGES, donc l'Union des épiceries sociales et solidaires, c'est assez intéressant parce que pour elle, ça constitue un levier, y compris pour d'autres épiceries, pour pouvoir essayer de travailler un peu cet approvisionnement local et du coup mettre en avant le fait que bah, ça peut être intéressant de s'approvisionner auprès d'entreprises locales plutôt que de fonctionner notamment via des dons. Autre élément en termes d'analyse critique, alors le fait de présenter les résultats, donc sur les deux épiceries, hein, on a présenté les résultats auprès des différents acteurs parties prenantes, que ce soit les gestionnaires de l'épicerie, les bénéficiaires quand ils ont pu venir, et puis les producteurs parties prenantes. Et donc ça a permis d'ouvrir des champs de discussion au sein de ces différents acteurs. Et donc, au-delà même du résultat en propre, des résultats qui étaient plutôt intéressants, ça a permis de poser quelques enjeux un peu plus larges. Je vous en ai mis deux là à titre d'exemple. Par exemple, bah, la question de la pertinence d'aborder le local uniquement par le prisme du rayon kilométrique, hein, des 80 km. Et du coup, bah, la question du local, notamment. Ça a ouvert la discussion de ce qui sous-entend en fait les membres parties prenantes. Du coup, poser un peu la question du très local par rapport à l'échelon régional, en passant par différentes mêmes types de représentations autour de la question de la qualité des produits, des relations de confiance, de l'authenticité. Bon, en tout cas, c'était assez intéressant d'amener un peu cette question par ce prisme. Et puis même la question aussi bah, des types d'exploitation. Là, on était surtout sur des exploitations de type vente directe, mais quid d'aller toucher des exploitations peut-être un peu plus grosses qui sont peut-être un peu moins, en tout cas que les épiceries touchent un petit peu moins aujourd'hui. La question aussi, deuxième question, sur la prise de décision concernant l'approvisionnement de ces épiceries avec des enjeux de gouvernance qui se sont posés aussi autour de la mixité. C'est vrai que bah, ça fait écho à la place des usagers. Et finalement, bah, les usagers les plus précaires, on s'est rendu compte que participaient peut-être un petit peu moins aux enjeux de gouvernance et de choix, pour le coup, d'approvisionnement en termes de produits et le choix des produits que les uns et les autres souhaitent voir dans l'épicerie. Du coup, voilà. Donc, la problématique, finalement, nous invite à dépasser un peu l'opposition entre développement territorial et accessibilité sociale. Et pour le coup, bah, on constate que ces épiceries sociales et solidaires bah, apparaissent un peu comme des laboratoires un peu d'innovation autour de ces questions. Question de combinaison entre reterritorialisation pardon, de l'alimentation et puis les questions d'accès à l'alimentation. Donc, bon, pour nous, c'était une manière de poser un peu ces enjeux et éventuellement bah, de voir en termes d'accompagnement comment est-ce qu'on arrive à engendrer un peu des suites de ces études auprès de ces épiceries sociales. Voilà, puis je vais m'arrêter là. Donc je ne sais pas à qui je te repasse la parole, Emma. Merci Pascal et merci Mélanie. Et ben là, je vais laisser la parole à Bénédicte et Marilyn, je pense, ou Marilyn puis Bénédicte peut-être, du Miramap. Bien, ben, bonjour à toutes et à tous. Voilà, le dernier volet de notre partenariat à 4 donc, nous concerne la méthode de mesure d'impact adaptée aux AMAP, aux associations pour le maintien de l'agriculture paysanne. Donc, dans le cadre d'un partenariat entre
donc des AMAPiens en association et un paysan. Et chaque partenariat donc, fait l'objet d'un contrat avec un paysan. Et dans une AMAP, il peut y avoir bien sûr plusieurs paysans. Bon, voilà, je ne détaille pas plus que ça. Ce qui compte, c'est que vous compreniez donc notre place dans ce projet et d'où on est parti surtout et où est-ce qu'on est arrivé. Donc, d'où on est parti, ben, nous, on n'avait pas forcément de mesures d'impact en tant que tel jusqu'à présent. Donc, ce projet nous a permis en fait de réaliser une première démarche, une première méthodologie, je dirais un peu, c'est un premier jet avec donc 3 AMAP sur lesquels la méthode a été testée. Donc, on va moins rentrer dans les résultats, le détail des résultats, peut-être que d'autres méthodes qui étaient déjà un peu plus travaillées. Mais néanmoins, on a eu un gros travail très important pour notre mouvement d'organisation de cette mesure d'impact qu'on va pouvoir combiner avec ce qu'on avait déjà en termes de diagnostic d'une AMAP pour plus questionner les pratiques de la MAP. Et finalement, ça va rejoindre cette perspective d'amélioration de pratique. Donc, dans nos objectifs de la démarche, on va partir de ce qui nous fédère tous, les AMAP, notre charte. Et dans la charte des AMAP, on a des objectifs assez précis. Donc, je ne vais pas les relire complètement, mais en gros, c'est un peu sur la base de ces objectifs d'une AMAP qu'ont été construits les impacts et les indicateurs. Et après, il a fallu bien sûr choisir. Au début, on avait une trentaine d'indicateurs. C'était beaucoup trop parce qu'après, il faut aussi que ça soit réalisable, appropriable par les AMAP elles-mêmes. Donc, comme je ne sais pas si tout le monde voit un peu comment ça fonctionne, mais c'est porté principalement par des bénévoles. Ma collègue témoignera un peu plus sur cette déclinaison locale. Mais en tout cas, nous, au sein du mouvement, l'objectif, c'est de voir comment on atteint les objectifs au sein des AMAP. Et donc, pour ça, il faut déjà que chaque AMAP se mette un peu dans cette démarche. Donc, c'est déjà un objectif en soi. Et que ça donne des éléments chiffrés à la fois pour l'AMAP et pour le mouvement des AMAP et pour les fermes AMAP pour qu'elles puissent communiquer localement, se rendre davantage visibles et lisibles sur leur fonctionnement et l'impact qu'elles peuvent avoir. Et puis aussi dans cette une dimension d'éducation populaire qui est très importante pour nous, ça permet vraiment d'engager une démarche réflexive, quoi, avec des éléments concrets, de parler d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs. Alors, il ne faut peut-être pas toujours le poser comme ça, mais en tout cas, quand on parle des impacts, c'est assez concret, quoi. Est-ce que ce que je fais, ça a un impact et quel est-il? Et aussi d'essayer, comme ça a été fait, comme on l'a vu dans les autres types de méthodes, de se dire par rapport au circuit long, par rapport au supermarché, par rapport, voilà, comment nous on se situe, voilà, d'avoir ces éléments-là. Donc, notre méthode, elle s'est déclinée, testée autour de 11 impacts et 16 indicateurs. Donc, vous avez la liste des impacts. Donc, c'est la sécurisation des fermes, la viabilité économique, la résilience économique, la création et le maintien d'emplois, l'efficacité du temps dédié à la commercialisation. Et alors ça, c'est les indicateurs plutôt économiques. Et après, on a les indicateurs sociaux, le bien-être au travail, la bonne compréhension des réalités agricoles, le développement des solidarités, l'impact de la MAP par rapport au développement de ces solidarités sur le territoire, l'impact de la MAP sur le développement local du territoire et le renforcement aussi de l'engagement bénévole au service de l'intérêt général. Ça, c'est les impacts sociaux. Et enfin, les impacts environnementaux, plus mesurer l'impact de la MAP sur l'amélioration des pratiques agricoles au regard de l'environnement. Donc, on a 11 indicateurs et 11 impacts, 16 indicateurs. Donc, vous voyez, quand c'est marqué 2 à côté, c'est qu'il y a 2 indicateurs pour cet impact. Et après, ça nous a permis de décliner une grille d'analyse de ces indicateurs en les situant sur une échelle de couleurs, du rouge au vert foncé, et en produisant ainsi une carte de chaleur qui permet de voir les points où
très avancés en termes d'impact, où il y a un impact fort, et les points où il n'y a pas d'impact et donc qui sont plutôt à travailler. On peut passer à l'autre diapositive pour montrer sur 2 indicateurs seulement. Alors, c'est vraiment, voilà, il y en a 16 en tout, mais si on en a juste choisi 2 qui sont sur une AMAP, donc on n'a pas aussi ces moyennes, puisque vous n'avez que 3 AMAP, et donc sur chaque AMAP, en fait, il y a un groupe d'AMAPiens qui a répondu aux questions et 2 fermes, en fait. Parce que, voilà, après, on est contraint aussi en termes de moyens, de temps de l'AMAP, des bénévoles et des salariés, etc. Mais ça donne déjà une idée assez intéressante et surtout les verbatims qu'on a pu recueillir sont très intéressants aussi en termes de témoignages. Donc, l'illustration que je vous ai proposée aujourd'hui, c'est sur l'impact en termes de sécurisation financière, qui est quand même un des enjeux forts de la MAP, où l'objectif, c'est qu'il y a un maximum de trésorerie pour le paysan en amont en amont de la période de production. Et là, donc, on a des résultats plutôt positifs et des témoignages aussi qui montrent que c'est vraiment très, très important. Et l'indicateur numéro 11, qui est plus sur l'impact en termes de sensibilisation des AMAPiens aux réalités agricoles, qui est aussi un enjeu fort, donc toujours dans cette idée aussi d'éducation populaire. Et là, j'ai choisi cet indicateur parce que c'était intéressant, parce qu'il y a à la fois le point de vue des AMAPiens et le point de vue des fermes. Et on voit que les AMAPiens sont plus durs avec eux-mêmes. Ils estiment que voilà, c'est pas suffisant encore leur compréhension des réalités de la ferme, alors que côté paysan, ils disent que c'est déjà super d'avoir un temps en AG où les paysans peuvent expliquer comment s'est passée leur année et rentrer dans les détails, etc. Déjà, il y a ce moment-là. Et bien sûr, après, on peut toujours mieux faire et proposer des temps au cours de l'année pour en discuter. Mais c'est bien aussi de pouvoir croiser les points de vue et surtout, au-delà du résultat, c'est la discussion qui va avoir lieu sur la base de ces résultats qui est intéressante. Et là, je vais vous donner la parole à Bénédicte qui va plus illustrer le test sur une AMAP. Oui, et du coup, on était 3 réseaux régionaux à travailler sur cette question, donc Hauts-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Île-de-France. Et donc, moi, je suis au réseau des AMAP Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, on a eu une AMAP test qui était l'AMAP Popote lyonnaise. Et donc, cette AMAP, elle est située dans Lyon, dans le 7e arrondissement. Et donc, l'enquête a été menée auprès du collectif AMAPien. Donc, il y avait 7 personnes qui ont répondu, 7 bénévoles de l'AMAP, et auprès de 2 fermes partenaires. Donc, la maraîchère de l'AMAP, qui est à 20 km du lieu de livraison de l'AMAP, et l'éleveuse, qui est à une quarantaine de kilomètres. Et donc, avec ces différents entretiens, ça a permis donc de créer un peu cette carte de chaleur dont parlait Marilyn et d'identifier de façon hyper efficace, du coup, les endroits où finalement il y avait un impact très fort de la map, c'est-à-dire vert foncé sur toutes les réponses des 3 types d'acteurs interrogés. Les endroits où il y avait des réponses qui étaient différentes en fonction du type d'acteur interrogé, où ça valait le coup d'avoir un temps d'échange, un temps de débat pour pouvoir améliorer potentiellement l'impact de la map sur cette question. Et les endroits où il n'y avait pas d'impact constaté. Et donc là, ça permettait carrément de se poser la question, est-ce que finalement la map est à côté de son objectif? Est-ce qu'elle n'a pas mis des choses en place qui pourraient y répondre? Est-ce que finalement, ce n'est pas un objectif principal de cette AMAP-là? Donc voilà, c'était vraiment une démarche qui a été appréciée par la Mapopote parce que ça permet déjà de prendre le temps de faire un bilan et une analyse de son action et d'avoir du coup des éléments objectivés et chiffrés qui permettent finalement de mettre on va dire des choses plus concrètes sur des choses qu'on ressent, qu'on imagine, on a l'impression qu'on a tel impact, etc. Et là, ça permettait d'avoir cette donnée chiffrée. Ce que ça a apporté, cette démarche de mesure d'impact, c'est d'une part, donc ce que je disais, une mobilisation interne de la MAP pour réfléchir à comment améliorer certains axes, notamment avec une présentation lors de l'Assemblée générale où les différents impacts évalués sont présentés. Et la deuxième chose, c'est que ça va permettre une meilleure valorisation de la MAP
et de son impact sur les fermes partenaires, mais aussi sur le territoire et sur les membres de la MAP auprès de ses partenaires. Et le cas particulier de la MAP aux potes, c'est qu'elle est en partenariat avec un centre social dans son quartier avec lesquels il y a des contrats solidaires qui sont mis en place. Et donc ce centre social va chercher des financements auprès de la mairie notamment, mais auprès d'autres partenaires pour pouvoir subventionner des contrats auprès de cette AMAP pour des personnes qui sont en situation de précarité. Et du coup, d'avoir des éléments qui montrent l'impact objectif et concret et chiffré de cette action, ça permet aussi d'être un levier de communication important et de pouvoir renouveler et augmenter potentiellement cette enveloppe-là. Donc voilà, c'est un peu les deux éléments qui vont être utiles pour la MAP. Et au niveau du réseau régional des AMAP, pour nous, c'est un outil qui est vraiment important. On y voit plusieurs objectifs. Comme le disait Marilyn, il y a vraiment un objectif d'amélioration des pratiques. C'est-à-dire que quand les AMAP, finalement, atteignent pas vraiment ou n'ont pas l'impact qu'elles imaginaient, comment on peut améliorer cet impact-là. Et puis un objectif aussi de valorisation de l'action qui est menée par des associations bénévoles, du coup, et qui n'ont souvent pas le temps de faire des grosses études d'impact comme ça. Et du coup, là, de pouvoir avoir des éléments concrets pour valoriser cette action, et notamment auprès de potentiels financeurs, partenaires, quartiers, etc. Donc ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est que du coup, au niveau du réseau régional, on avait envie de pouvoir démultiplier un peu cette action-là, parce que là, du coup, le test a été fait auprès d'une AMAP dans le cadre du projet Impact. Donc, on a mis en œuvre plusieurs choses. La première, c'est qu'il y a une personne qui était en stage en 2025 auprès des AMAP de la Loire, le territoire de la Loire, et qui a pu mener du coup cette méthode d'étude d'impact auprès de plusieurs AMAP. Donc, il y avait 6 AMAP de la Loire qui ont été interrogés sous une forme un peu différente, parce qu'on n'était pas sur l'entretien qu'on a pu faire sur le cas de la MAP aux potes, mais plutôt sur un entretien formulaire web, quoi, et qui permet déjà de conglomérer un peu des résultats. Et l'idée, c'est qu'on reproduise cette action en 2026 pour pouvoir mener cette fois-ci auprès des AMAP de l'Ain l'étude d'impact, et que petit à petit, du coup, on puisse avoir des résultats qui soient le plus peut-être généralisables dans une certaine mesure, à voir à quel moment on aura un échantillon suffisamment représentatif, mais qu'on puisse aussi communiquer du coup des données qui soient plus larges que celles d'une seule AMAP. Et la deuxième chose, c'est que on va profiter de ce stage 2026 pour aussi améliorer ou affiner ou peut-être préciser les impacts autour du territoire, c'est-à-dire quel impact a une AMAP sur son territoire en termes de partenariat, de vie associative, de mobilisation bénévole, etc. Et potentiellement aussi les impacts environnementaux d'une AMAP sur ces fermes partenaires. Voilà, je crois que c'est tout. Ah si, le dernier axe de travail, ça va être aussi de pouvoir créer un support graphique et visuel pour valoriser de façon le plus efficace possible tous ces résultats, et que les AMAP puissent s'en saisir aussi et le rediffuser localement. Voilà. Ok, merci Bénédicte et merci Marilyn. On a maintenant un temps de questions libres et d'échanges libres. Ou si peut-être c'est pas des questions, ça peut être des remarques, des étonnements, des réactions, quelles qu'elles soient. Je regarde si toutes les questions posées dans le chat ont trouvé réponse. J'ai l'impression que oui. S'il n'y a pas de réaction ou de questionnement de votre part, on passe à la suite directement. Moi, j'avais peut-être une petite... C'est Marion qui parle. J'avais peut-être une petite question pour Audrey. Je crois qu'Audrey, elle est encore là, de la Corbeille du Ségala. Audrey, tu nous présentais tout à l'heure tout l'aspect positif des résultats de la LM3 pour ton magasin, et en quoi ça permettait de communiquer, de créer des partenariats. Mais un peu la même question que j'avais posée à Laurent de la COP Agneau Soleil. Est-ce qu'il y a eu d'autres
d'autres étonnements ou prises de recul sur certains sujets qui vous donnent plutôt en interne au groupe des démarches d'évolution de vos manières de faire ou de prise de conscience sur telle ou telle chose? Enfin, oui, oui. Alors après, ça mérite d'être creusé. En faisant un peu l'analyse en interne, là, on se rendait compte que, par exemple, on était la moitié du magasin en agriculture biologique et l'autre pas. Alors, c'est pas bien ou c'est pas mal, c'était un constat qu'on posait et qu'on n'avait pas forcément identifié. Voilà, donc ça nous avait interrogé. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça faisait partie de nos interrogations sur, enfin, voilà, est-ce qu'il faut, comment se saisir de ça? Et puis, il y avait eu alors, aussi des éléments sur les associés avaient été interrogés sur leur perception, sur leurs revenus. Et en fait, alors de manière anonyme, mais on était, enfin voilà, c'était assez disparate dans ce qui ressortait. Et donc, on voyait qu'il y avait des associés qui étaient plutôt satisfaits et d'autres qui ne l'étaient pas ou qui étaient plus en difficulté. Et donc là, ça renvoie aussi la question au magasin sur comment on fait pour accompagner des associés qui pourraient être, par exemple, en difficulté et qui ne vont pas forcément l'exprimer dans le cadre du magasin parce que ce n'est pas le lieu. Mais en tout cas, est-ce que ça renvoie aussi quelque chose au magasin de son rôle à jouer est-ce qu'il a un rôle à jouer par rapport à ça? Comment il pourrait être soutien, etc. Voilà, j'ai pas tout en tête, mais j'ai ça qui revient. Ça marche, merci. Il y a un élément dans le chat. Quelque chose qui nous... Enfin, je ne sais pas si Marilyn, tu veux commenter, puisque ça concerne, enfin en tout cas, ça provient d'un réseau d'AMAP, Oui, la question. oui, oui. Merci Marie-Laure. Effectivement, les enjeux pour les municipales, c'est important et on va s'appuyer. Bon, alors, ce travail, comme je disais, il est vraiment émergent, mais par contre, on organise d'ailleurs, c'est ouvert à tout le monde, un webinaire Décryptons l'agriculture paysanne dédié aux municipales le 26 janvier. Donc, on fera passer l'information, mais ce sera l'occasion de voir tous les arguments enfin les arguments, les points d'appui, de relais importants à mettre en discussion au sein de nos communes à cette occasion-là. Et donc, effectivement, on pourra apporter enfin, rappeler que oui, insister sur le fait que le revenu, évidemment, des paysans, c'est déterminant, pouvoir apporter de la trésorerie, de pouvoir faire être partie prenante dans des projets de développement, de faire appel aux AMAP, etc., etc. Donc, c'est vrai que ça recoupe finalement nos points d'impact. Marilyn, Comme élément. j'avais envie peut-être de juste faire une remarque dans ce temps de questions pour relativiser un peu tout ce qui a été présenté. Donc, c'est vrai que quand on écoute au fil de l'eau ce qui a été présenté, c'est beaucoup d'éléments positifs. Finalement, ce sont des impacts positifs qui ont été mis en avant, qui vont permettre d'avoir des communications, développer des partenariats, des choses comme ça. Mais c'est vrai que dans notre recherche initiale, il n'y avait pas d'a priori là-dessus. Et enfin, il y a vraiment des éléments ou des a priori qu'on a confirmés. Je parle par exemple pour les magasins où je me suis le plus investie, mais sur la stabilité des fermes, leur diversification, l'aide très forte sur l'installation, par exemple, des paysans quand ils rentrent dans un circuit magasin de producteurs. On s'est aussi rendu compte sur plein d'endroits de la complexité et de la diversité des résultats qu'on peut avoir par indicateur, qu'ils soient économiques ou sur les pratiques agroécologiques ou autres, du fait notamment de la diversité des modèles de ferme qui sont impliqués dans ces circuits courts. Et ça a été aussi une des choses qui ont été révélées, en tout cas côté magasin, et que finalement, il est difficile de sortir des éléments communs sur des questions, par exemple, de résilience économique ou de bien-être au travail, enfin, de choses comme ça.
ou encore sur les pratiques agroécologiques. Alors, ça a été un test sur quelques magasins, mais on s'est rendu compte qu'en tout cas, ce n'était pas le circuit qui faisait dégager des nouvelles pratiques. C'était souvent lié à des convictions personnelles, mais par contre, la mise en réseau, le fait de partager entre pairs comme ça facilement, ah, toi, tu fais comme ci, moi, je fais comme ça a permis vraiment de dégager pas mal de pratiques relevant en tout cas de la durabilité, sachant qu'encore une fois, il y avait tout un système enfin, tout était très diversifié dans les résultats. Donc voilà, c'est pour dire qu'à la fois, ce projet il a permis vraiment les deux objectifs, de relever des éléments qui permettent d'être utilisés par le terrain, par les groupes, par les agris, voilà, par même des partenaires. Et qu'à la fois, on a soulevé des questions aussi sur certains indicateurs comme le temps passé à la commercialisation ou les pratiques agroécologiques ou autres, qui en tout cas mériteraient d'être creusés ou qui témoignent d'une diversité tout simplement sur le terrain, quoi, dans la vraie vie. Voilà, c'était une remarque d'ordre général. Oui, merci Marion et merci pour les différentes remarques et questions. Je propose qu'on passe à la suite et de toute façon, on peut continuer à interagir dans le chat s'il y a des questions qui viennent, il n'y a pas de souci. Et puis, il y aura encore un petit temps d'échange à la fin. Il y a encore quelques éléments à vous présenter. Alors, du coup, je crois que c'est moi qui garde la main. Tout à fait. Pour vous présenter ce qu'on a appelé des travaux d'ouverture, puisque ça n'a pas consisté, c'est pas des travaux qui ont consisté à évaluer les impacts de circuits courts et à expérimenter des méthodes, mais plutôt des sujets qu'on a souhaité, on a profité de l'opportunité du projet pour ouvrir les sujets et commencer à les investiguer. Donc, il y avait d'abord le projet de la comptabilité multicapitaux. Qu'est-ce qu'on a cherché à faire en s'intéressant à ce sujet? L'idée, c'était de pouvoir mettre en évidence les objectifs, les méthodes, les apports de ces approches comptables. Alors, j'expliquerai juste après ce que signifie le terme comptabilité multicapitaux ou les comptabilités socio-environnementales aussi, on peut utiliser cette notion-là. On a cherché à identifier les principaux acteurs scientifiques, techniques qui sont investis dans ce champ. On souhaitait aussi favoriser l'appropriation de cette approche par les ONVAR, les organismes nationaux à vocation agricole, et puis proposer des pistes de travail susceptibles d'alimenter le projet Impact. Les questions qui relient à la fois le sujet de la comptabilité multicapitaux et celles qu'on se posait dans le projet Impact, c'était comment reconnaître à leur juste valeur les impacts sociaux, environnementaux des circuits courts ou de dispositifs d'accès à l'alimentation, puisque ces comptabilités, justement, elles questionnent non seulement les impacts financiers d'une activité, mais aussi sociaux et environnementaux, ou humains et naturels, on le verra, et puis comment porter un nouveau regard sur la valeur qui est produite. Donc, on a mené une enquête, alors je ne l'ai pas dit, mais on a travaillé avec la chaire UNESCO Alimentation du Monde sur ce sujet et le réseau CIVAB. Et on a mené une enquête auprès d'une diversité d'acteurs des champs agricoles et alimentaires, des ONVAR, des associations comme Ferme d'Avenir, le Cercle des comptables environnementaux et sociaux, le WWF ou la chaire comptabilité écologique d'AgroParisTech. Qui donc travaille sur le sujet pour essayer de comprendre comment le secteur alimentaire et agricole s'était approprié ces travaux. Donc, les principes de la comptabilité socio-environnementale ou comptabilité multicapitaux. Donc, à l'inverse d'une comptabilité classique qui est, elle, centrée sur le capital financier et qui, donc, oublie toute une partie de la réalité des activités d'une organisation, une comptabilité socio-environnementale, elle va chercher à rendre visible ce qui ne l'était pas jusqu'à présent, en proposant d'intégrer les capitaux humains et naturels dans la comptabilité des organisations. Donc, par exemple, d'habitude, on prend en compte seulement le capital financier dans une comptabilité classique. Exemple, une banque qui prête des fonds. Et bien là, les entités naturelles et les êtres humains qui sont mobilisés également dans le processus de production, on considère qu'ils mettent à disposition du capital à l'organisation, que cette dernière utilise ces capitaux et ce faisant les dégrade en partie.
Et donc voilà, on va essayer de voir à quel point ces capitaux sont dégradés et les actions qu'il faut essayer de mettre en œuvre pour les restaurer. On s'est intéressé particulièrement à un modèle comptable, à une méthode, la méthode CARE, pour Comprehensive Accounting in Respect of Ecology, qui a la particularité de cette approche, c'est qu'elle ne considère pas que les capitaux humains et environnementaux sont substituables entre eux ou avec les capitaux financiers. Donc, ils ne sont pas préservés pour une valeur économique future, mais pour leur valeur intrinsèque, qu'elle considère en tout cas intrinsèque. Ça veut dire que toute dégradation des capitaux naturels ou humains, au-delà d'un certain seuil, est assimilée à une dette que l'organisation doit rembourser. Sur le plan comptable, ça veut dire que les capitaux extra-financiers, ils sont inscrits au passif du bilan, aux côtés des dettes financières. Concrètement, la méthode CARE, elle permet d'identifier des niveaux de dégradation des capitaux par rapport à un état de référence, de définir des actions de préservation ou de restauration, et de chiffrer le coût de ces actions pour les intégrer dans la comptabilité des organisations, au même titre que les actions d'exploitation classiques. Concrètement, oula, pardon, il y a une petite erreur dans les slides. Alors, je vais passer, voilà. Les ressources qui ont été produites sur ce travail sur les comptabilités socio-environnementales, c'est d'abord un rapport d'analyse d'utilisation donc de cette méthode CARE qui permet donc d'intégrer les capitaux naturels et humains dans les comptabilités des organisations. Et on a regardé comment donc les secteurs agricoles et alimentaires s'en étaient saisis. Donc ça fait lieu d'un rapport qui sera publié et public. Et puis il y a aussi l'édition d'une note synthétique dans le format So What, un format qui est dirigé par la chaire UNESCO Alimentation du Monde, qui est donc un format beaucoup plus synthétique que le rapport d'analyse dont je parlais juste avant, et qui va apparaître très, très prochainement. À suivre donc sur le site de la chaire UNESCO. Et puis pour terminer, il y a un projet Intermonvar qui va démarrer début 2026, le projet CAP 3K, qui sera piloté par Tram en partenariat avec différents ONVAR, la PAD, la FADER, la FNAB, la FNQMA, le réseau CIVAM et Terres en Ville. Désolée pour tous ces acronymes et ces sigles, c'est la spécialité du domaine. Et puis, il y aura aussi bien sûr d'autres partenariats techniques dans ce projet avec le CERCES, Ferme d'Avenir et Serre France, par exemple. Et c'est un projet qui va chercher à construire une démarche partagée de montée en compétences autour de ces notions de comptabilité environnementale et de permettre aussi des expérimentations communes appliquées donc dans un cadre agricole. Voilà donc pour cette petite aparté sur ce sujet qu'on a abordé dans le projet. Est-ce que peut-être, Mélanie, tu veux ajouter quelque chose par rapport à ce que j'ai dit là? Eh ben non, c'est très bien, c'est un bon résumé et on a tout un rapport bien plus copieux. Nous, on ne s'attendait pas à trouver autant de choses en mettant le doigt dedans. C'était assez intéressant et n'hésitez pas à aller voir les livrables plus complets sur le sujet. J'espère que on vous a mis en appétit. Super. Et ben, je vais laisser la main du coup à Florent, je pense, qui va nous parler des mines. Et Florent, normalement, tu es revenu. Je sais que tu as dû t'absenter. Oui, je suis tout à fait Ouais. là. Ok, super. Merci beaucoup. Oui, sur ce side project, en fait, Terres en Ville et le réseau historique des politiques agricoles et alimentaires locales, avec une quarantaine de membres répartis sur une petite vingtaine de territoires urbains, Rennes, Nantes, Montpellier, etc., et quelques villes moyennes comme Douai ou Auxerre. La plupart des mines français, qui sont au nombre de 24, donc si on inclut les mines, marchés d'intérêt nationaux et marchés de gros, se situent sur des territoires métropolitains, aux portes des métropoles, qui sont pour la plupart adhérentes de Terres en Ville. Et donc, on s'est dit à un moment, est-ce que ces mines contribuent, on s'est posé la question de savoir s'ils contribuaient à cette démarche de circuit court et quelles étaient leurs démarches d'évaluation, puisque c'est le projet, la notion au centre de notre projet Impact.
On a pré-enquêté 6 territoires, et finalement on en a retenu 3 dans une deuxième diapo sur laquelle on va après. Mais un mot sur ces mines, ce sont des outils de concentration des flux alimentaires qui viennent de tout horizon, circuits courts, circuits longs, voire à l'international. Parfois ils sont spécialisés comme un Perpignan en fruits et légumes, parfois ils sont généralistes. Et puis ils accueillent également des productions de circuits courts de proximité ou de proximité sans être en circuit court par la définition dont il est question depuis le début et qui est travaillée au sein du RMT Alimentation Locale. Les mines sont présidées par des élus locaux qui siègent dans le même conseil que leurs collègues qui sont vice-présidents à la politique agricole et alimentaire, qui ont la plupart du temps des stratégies de circuit court. Et à notre grand étonnement, les deux se parlent pratiquement pas. Et donc, dans les faits, il y a des débuts de politique d'approvisionnement local ou de passage à quai ou de surface dédiée dans ces mines. J'en cite 3 juste après, mais rien d'accompli. Donc, ils constituent à la fois des opportunités parce qu'ils ont une surface, ils ont des clients, ils ont un flux économique avec un lien à l'amont, une capacité à traiter sur l'endroit et un lien en aval vers des clients professionnels, mais de plus en plus des clients centralisés de restauration collective. Et pour autant, la pratique des mines est plutôt centrée sur l'économie que sur la politique publique. Et donc, ceux qui font les mines, ce sont des grossistes, et notamment des grossistes à service complet, des GASC, dont le but est simplement de trouver leurs clients et pas d'exécuter une politique publique. Donc, je passe à la deuxième diapo pour illustrer ce mélange d'opportunités et de nœuds sur le rôle des mines au service des circuits courts et de proximité. Un premier retour sur le Grand Marché des Alpes, c'est le nom d'une mine de Grenoble qui est en régie et qui est donc pilotée par la ville et la métropole. Ce mine comporte un carreau des producteurs, auxquels ont été associés 3 distributeurs ou 3 agrégateurs. Le box fermier qui centralise la distribution de plusieurs fermiers locaux. Manger Bio Isère, qui est une plateforme qui approvisionne essentiellement la restauration collective. Et le pôle agroalimentaire, qui lui concentre des produits transformés. Le mine évalue à peine les volumes de produits locaux qui passent sur son quai selon ses divers canaux producteurs et ses distributeurs. Et séparément, le PAT de Grenoble, qui était un PAT très mûr, hein, c'est la ville d'origine de Terzanville, qui est d'ailleurs un PAIT, puisqu'il comprend Grenoble et 7 autres territoires autour, donc c'est un Maus PAT. Ce PAIT a des indicateurs qui sont totalement disjoints et déconnectés des indicateurs du mine. Donc on est sur un territoire pilote plutôt favorable, plutôt avancé, mais avec des indicateurs qui sont tout à fait disjoints et qui se cherchent encore. Le marché-gare de Montpellier, pour gagner de la place, je ne vous ai pas mis les chiffres, mais considérez qu'il a à peu près la même structure que le mine de Grenoble, avec des volumes un peu plus importants. Sur le carreau des producteurs, nous avons 60 producteurs. Il y a un lieu de transformation où il y a 20 professionnels. Et idem, ce mine de Montpellier va se brancher à une cuisine centrale, une unité centrale de préparation qui va quadrupler les volumes locaux. Sur le mine de Montpellier, les données disponibles et la collecte de données, c'est une extrapolation de 2022 pour lesquelles il est établi qu'il y a 3000 tonnes qui étaient de produits locaux, entendus à un sens local, qui étaient passés par ce mine. Est-ce que vous avez une idée du volume global en tonnes qui passe par un mine de cette taille-là, Grenoble ou Montpellier? Eh bien, c'est 200 000 tonnes. Et donc, ça vous donne l'ordre de grandeur et la marge de progression possible pour ces grands outils par lesquels passent 3 000 à 10 000 actuellement tonnes évaluées par rapport aux 200 000 qui y passent annuellement.
Donc des questions méthodologiques qui ne sont pas abouties, d'abord au sein même des mines qui ont des difficultés à accéder à la donnée et à quantifier en volume et en valeur le nombre de produits avec une définition à stabiliser. Il y a un deuxième sujet sur l'évaluation qui est le fait de faire correspondre ce qui va être évalué dans un mine et ce qui est évalué dans la politique agricole alimentaire, le PAT ou la P2A de la métropole. Le troisième enjeu associé, c'est de savoir comment la DSP, la délégation de service public, est rédigée pour comprendre ce qui va, pour lier en fait ces démarches d'évaluation. Et donc ça, c'est des questions qui restent ouvertes et qu'avec Terres en Ville et d'autres partenaires, on va vouloir ouvrir dans une autre démarche qui sera probablement une réponse à l'appel à projet du PNA. En épilogue, je vous ai mis les halles de semi-gros qui, en fait, par rebond, sont apparues dans nos radars, qui sont plutôt proches des sujets qui ont été brassés avant que proches de notre capsule. Aix-Marseille Métropole a voulu mettre à disposition des produits locaux, durables et de saison à des habitants de ces quartiers populaires. Et ils ont testé 2 points de distribution qui proposent des produits en semi-gros, pré-pesés, auprès des consommateurs. Ils n'ont qu'une année de recul, mais ils ont de très bons chiffres, des chiffres très intéressants, et avec des critères d'évaluation qu'ils ont auto-définis. L'efficacité, c'est le taux des changements des pratiques alimentaires. Et là, c'est déclaratoire, mais 38% des personnes sur l'année écoulée estiment avoir augmenté leur achat de fruits et légumes. L'impact, entendu plutôt au sens de l'impact sur les producteurs, c'est pour ça que ça relève des sujets brassés précédemment, avec des indicateurs pas très précis puisque c'est déclaratoire. 7 agriculteurs sur 10 estiment avoir augmenté et facilité leurs débouchés par ce marché. Et l'efficience est entendue au sens du bénéfice par rapport à l'euro public investi. Donc c'est un autre coefficient qui n'est pas multiplicateur, celui-là. Et donc, ils ont établi qu'ils avaient dépensé 1,02 € par personne touchée. Voilà, donc ça, c'est une démarche qui est en cours d'observation sur son évaluation et qui mériterait d'être approchée des premiers exemples. Je m'en tiens là, Emma, pour la capsule. Merci Florent. Et ben, on va pouvoir enchaîner avec une présentation des différents livrables et productions qui ressortent de ce projet. Et toujours pareil, si vous avez des questions, notez-les bien, soit dans le chat, soit de votre côté, et on aura un petit temps d'échange encore à la fin de la présentation des livrables. Ah, enfin, je vais aller trop vite. Donc j'enchaîne sur ces livrables. Donc le premier qui sera disponible, c'est l'état de l'art qu'on a fait au début de projet qui était en fait une synthèse où on s'est interrogé sur les notions d'évaluation et de mesure d'impact et on a cherché à poser des bases de réflexion et de questionnement pour mener une démarche d'évaluation. On s'est appuyé notamment sur les travaux du réseau CIVAM qui s'attache sur les travaux d'évaluation depuis de nombreuses années et qui ont pu poser les bases de notre réflexion dans ce livrable-là. Ensuite, c'est état de l'art aussi parce que on a cherché à faire une synthèse des différents travaux qui portaient sur l'évaluation des circuits courts, portés par les ONVAR et par la recherche, voir ce qui avait été fait avant pour s'en inspirer et poursuivre ce qui avait besoin d'être poursuivi. Dans cet état de l'art, vous trouverez des fiches outils qui ont été conçus pour présenter justement des méthodes d'évaluation de l'impact des circuits courts. Là, celle que vous avez sur la slide, c'est une fiche outil qui présente la méthode SALT, par exemple, qui avait été la méthode SALT
créé par le même projet SALT qui date, il me semble, de 2014, qui avait été porté par le réseau CIVAM à l'époque, et qui s'interrogeait justement déjà sur la façon dont on pouvait évaluer, présenter, diagnostiquer les impacts des circuits courts à une échelle territoriale. Donc voilà, il y a différentes annexes, fiches outils comme telles qui présentent des projets et des méthodes testées sur l'évaluation des circuits courts. Alors, du coup, on le fait à deux voix. Sur le livrable 2, alors juste une petite précision, on a oublié de vous le dire, mais on aurait beaucoup aimé que tous ces livrables soient là, cliquables, téléchargeables tout de suite à l'instant T où nous vous parlons, mais on n'a pas tout à fait réussi. Donc, on vous indique où vous pourrez les trouver, et puis surtout, on vous fera signe dès que c'est tout prêt pour que vous puissiez aller les chercher, quoi, tout simplement. Donc, voilà, petite précision là-dessus. Le livrable 2, donc là, c'est un recueil de tous les outils, hein. C'était la finalité majeure du projet, c'était de créer et tester des outils et méthodes pour mesurer les impacts des circuits courts. Donc là, pareil, on est sur de la fiche outil, du recueil de à chaque fois, quand on a testé un indicateur au regard de tel ou tel objectif, on a détaillé tout comment on s'y est pris et comment on peut le reproduire tout simplement et refaire les mêmes calculs à l'échelle d'un circuit court. Donc voilà, donc ça va être un catalogue finalement de fiches outils pour pouvoir reproduire des mesures d'impact à partir des indicateurs, comme on l'a dit, qu'on a choisi dans le projet. Et on l'a dit, ils ne sont pas neutres. Voilà, c'est une des manières de voir les impacts, la mesure des impacts des circuits courts. Oui, merci. Marion, le livrable 3 ensuite, c'est un autodiagnostic pour mesurer l'impact d'un magasin de producteurs. Donc l'objectif, voilà, c'est de mettre en page et de présenter ce qu'on a fait cette année sous forme de méthode et autodiagnostic parce que l'idée c'est de faire quelque chose d'assez détaillé et simple d'appropriation par un collectif de producteurs ou par des accompagnateuristes de groupes de magasins de producteurs. Donc là, les différentes critères, on présentera les différents critères d'évaluation qui ont été testés cette année, la manière dont on peut les calculer et les questions que ces critères et ces résultats peuvent poser. Alors sur le livrable 4, donc ça c'était un des enjeux parce que sur la méthode LM3, vous l'avez vu, on l'a testé à plusieurs reprises, retesté. Bon, concrètement, ça apporte des résultats pour les groupes, mais on sait que voilà, les résultats, par exemple, pour des magasins de producteurs ou autres, resteront assez stables. Mais l'objectif du projet Impact, c'était aussi d'essayer de simplifier la méthode. Autant vous dire que ce n'était pas super facile. Mais en tout cas, il y a eu un travail approfondi vraiment sur voilà, comment s'y prendre pour faire un calcul du coefficient multiplicateur de l'achat local avec la méthode LM3. Et donc, ce sera un guide voilà, pratique, on l'espère, pour pouvoir l'appliquer avec le point de vigilance des moyens disponibles pour le faire et le fait de pouvoir créer des références aussi pour pouvoir faire des estimations parfois des dépenses. Donc là, c'est un début, mais voilà, le guide sera à disposition pour être reproduit par n'importe quel acteur. Tout à fait. Et puis, le 5e livrable, qui consiste en une fiche méthode qu'on a appelée donc méthode d'engagement d'un collectif dans un projet de recherche-action, dont l'objectif c'est de fournir des conseils aux porteurs de projets qui cherchent à engager un collectif de producteurs dans une démarche de recherche-action. Et on va l'illustrer par des exemples de situations issues du projet Impact, justement. Et on va accompagner cette fiche d'outils réutilisables dans le contexte d'autres projets. On propose dans ce livrable un déroulé type de réunion, par exemple, pour présenter un projet à un collectif, les bonnes questions à se poser avant, pendant, après, etc. Et puis un outil aussi pour contractualiser avec un groupe dans le cadre d'une recherche-action qui mobilise des producteurs sur un plus ou moins long terme. Et puis le dernier. Ouais, sachant qu'il est 16h, on est un petit peu en retard, on va se dépêcher. Tout simplement, c'est des éléments justement de résultats mis en forme
pouvant être utilisés par les acteurs des circuits courts ou ceux qui les accompagnent ou ceux qui veulent en défendre les bienfaits et leur développement et d'avoir voilà, des éléments de restitution, enfin de résultats, mais pédagogiques entre guillemets pour pouvoir être diffusés et valorisés à plein d'endroits. Voilà. C'est ça. Et le mot de la fin, ben, je te laisse la Oui, parole, Marion. pareil, je le fais très très vite pour pas exploser le temps. Oui, on a essayé de vouloir vous partager quels étaient les points positifs et puis les points de vigilance dans le sentiment d'avoir, enfin, dans la manière d'avoir vécu ce projet. Donc nos points positifs, c'était une coopération réussie, une bonne dynamique collective entre partenaires, sachant que c'était compliqué, diversité de terrain, diversité de sujets, de méthodes, enfin voilà, c'était un peu patchwork et en même temps il fallait garder le cap en commun. Ce qui nous a beaucoup aidé à faire ça, c'est aussi cette appropriation, cette réappropriation de la notion d'évaluation. C'est vraiment une culture à, à s'imprégner pour pouvoir la mettre en place, en comprendre à la fois les bénéfices, les enjeux, la manière de faire. Voilà, tous ces travaux nous ont permis de prendre la hauteur chacun sur ce qu'on faisait. On a eu la chance aussi d'avoir des terrains d'expérimentation qui étaient intéressés par l'étude, motivés, enfin voilà, qui ont bien voulu nous partager leurs données, prendre le temps, etc. Et puis le lien avec la recherche qui a été très très important aussi, donc le projet plateforme Terrefoot piloté par l'INRAE et puis les différentes chercheuses qui nous ont aidés. Point de vigilance, un temps court pour faire de la recherche-action. Un temps court, et puis une difficulté sur les phases de collecte. J'entends quelqu'un. Voilà, et surtout, et j'en conclurai là-dessus parce que ça fait une forme d'ouverture, c'est qu'il nous a beaucoup manqué de données nationales pour faire des références. On peut en parler avec Yuna qui mène ce même combat. Le recensement général agricole n'est pas ouvert. On n'a que des données synthétiques, donc on ne peut pas approfondir sur la comparaison ou la mise en perspective, d'où l'intérêt de poursuivre des collectes de données, de quantifier, d'objectiver, d'essayer de mesurer pour pouvoir produire cette donnée qui nous manque, ou en tout cas militer pour essayer d'avoir accès à des données plus larges pour que et la recherche et le développement puissent s'en saisir et faire ce qui est intéressant avec. Voilà, donc une bonne coopération et puis des freins forcément au temps, à la disponibilité des données et puis à cette mise en perspective. Voilà.